Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Le podcast sur l'orientation qui peut te servir maintenant que tu es classé 3 millionième sur la file d'attente de la fac d'Evry. Comme à l'accoutumée, je suis très bien accompagné puisque je suis avec la plus grande fan du S-Crew. C'est bien simple, j'ai plus entendu leur album sur ses stories que sur mon Spotify. Et si vous voulez mon avis, elle est tout bonnement Necfeu. Sa passion pour les musées après avoir fait la France miniature s'était épuisée sur le territoire national. Elle a donc dû s'exiler en Écosse pour voir tous les musées sur le brassage de la bière. Il lui a donc fallu 10 ans pour tout voir et revenir. C'est Mélissa Lassoigny. Salut Mélissa! Salut! Ça va? Ça va très bien! Bah écoute, je suis hyper content de refaire ça avec toi, puisque on a quand même enregistré bien 15 minutes. Donc, comment vous dire que on a le seum, mais on le fait quand même. Alors, dans cette émission, on va vous parler de prépa littéraire. Ça sert à quoi exactement? Qu'est-ce qu'on va y faire là-dedans? Et par la suite, d'une licence en lettres, puisque pour l'instant, tu es toujours en recherche de master. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Instagram pour ne rien rater. Bref, alors là, je t'ai fait ta petite présentation, mais évidemment, les gens veulent en savoir plus sur toi, et quoi de mieux qu'un rendez-vous dans un ascenseur pour en savoir plus et pour se connaître vraiment. Oui, un ascenseur, endroit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation. Il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce? Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? Je suis nerveux, ça. Qui êtes vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Je m'appelle Yves Saint-Denis. Alors vous êtes claustrophobe? Non, c'est l'altitude. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami de Mickey. La présentation élevée, c'est un peu ce qu'aime m'appelait toute bonne école de commerce, le pitch elevator. C'est un concept où le temps d'une montée théorique d'ascenseur, tu dois présenter et convaincre sur ton projet un être supérieur. En gros, c'est moi. Évidemment, tu bégayes, t'as chaud, bref, tout est reconditionné comme si t'étais dans un ascenseur normal, mais ici, dans la présentation élevée, je vais te poser des questions sur toi, ou pas, pendant 1 minute et tu devras y répondre le plus rapidement possible. C'est ok pour toi? C'est ok. Alors c'est parti, je prends ma voix de majordome et je t'ouvre la porte de mon charge. Bienvenue madame dans votre ascenseur de présentation, je suis Barnabé et c'est moi qui vous pose des questions. Prêt? Prête. C'est parti. Nom de famille. Lassoigny. Prénom. Mélissa. Âge. 20 ans. Matière préférée au collège ou au lycée. Français et anglais. 6 x 8. 48. Ton artiste du moment. Necfeu toujours. C'est bizarre ça. Ton film préféré. Call me by your name. Le métier que tu voulais faire quand t'étais petite. Architecte d'intérieur. Ton gâteau préféré au goûter. Un croissant. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, vivant ou mort. Il y a trop de gens, je pourrais pas les citer. J'irais le peintre Raphaël. Ton plus grand rêve. Écrire un livre. C'est l'histoire d'un tétard, il pensait qu'il était tôt, mais en fait il était... Tard. Le lait avant ou après les céréales? Je prends pas de lait. Oh. Ta note au bac. 16. Est-ce que t'as triché pendant tes derniers partiels? Non. Ta saison préférée? Le printemps. La couleur de mon t-shirt. C'est fou, en plus c'est l'hiver. Ton t-shirt est vert. Ouais. Est-ce que tu apprécies ce moment? Oui, ça va. Est-ce que tu as écouté le dernier épisode du podcast? Oui. Top. Enfin, quelqu'un de fidèle à cette émission. Voilà, on l'a trouvé. Nous sommes arrivés, je viens d'entendre la sonnerie. Merci madame d'avoir choisi la compagnie Qu'est-ce que tu vas faire pour votre voyage? Je vous en prie, rentrez dans la pièce. Merci. On avait déjà eu ton retour sur l'enregistrement raté. On disait que t'avais très peur de ce jeu-là, et au final, ça s'est bien passé. Oui, ça va. Ouais, la deuxième fois, c'est sûr. Oui, je connaissais déjà la réponse. C'est un peu plus... Non, pas forcément. On a eu des nouvelles. C'est vrai, il y a eu des nouvelles. Bon, mais je les connais vu que j'écoute le podcast. Essayons de mentir un peu aux auditeurs. Non, en plus, il y en a des différentes. C'est pas vrai. No. Vous mentez. Alors, on est descendu de l'ascenseur, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt on rentre au centre de formation. Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé, et toi, pour le coup, ce n'était pas pour mettre des triplés, mais pour devenir... justement, on va en parler justement dans cette partie de ta formation. Mais alors, pour commencer,
Est-ce que tu veux nous expliquer ton parcours scolaire de collège, lycée? T'étais quel genre d'élève là-bas? Alors, collège, lycée, j'étais une élève modèle, comme on peut appeler ça. Toujours là, toujours fidèle au poste, avec des bonnes notes. Ouais. Je faisais en sorte d'avoir des bonnes notes. Hein. Je travaillais beaucoup. Et oui, enfin, franchement, je sais pas, enfin, on pourrait dire un parcours exemplaire. La meuf, aucune modestie. Non, je rigole. Non, quand même pas. Mais bon, j'étais bonne dans la plupart des matières, sauf en sport. Le sport, vraiment. Alors, c'était quoi le problème du sport? J'aime pas. Enfin, en fait, je sais pas, le contexte et la façon dont... En fait, je pense que je suis jamais tombée sur des profs qui m'ont donné envie de me mettre au sport. Et donc, du coup, bah, j'avais pas envie de faire d'efforts, tout simplement. Donc, je faisais ce que je pouvais, mais sinon, voilà. Même si en soi, à l'époque, j'étais plutôt sportive. Enfin, je faisais des activités extrascolaires. J'avais fait j'avais testé beaucoup de sports quand même, mais je sais pas, le sport, en tout cas, scolaire, ça m'avait jamais intéressé. Donc, forte partout, sauf en sport. Ouais, c'est ça. Ok, et tout ça du collège au lycée? Du collège au lycée jusqu'au moment où donc, j'ai dû choisir ma filière au lycée. Donc bon, maintenant c'est plus la même chose, mais à l'époque, wow. Ça fait 2 ans. Ça joue à l'ancienne. À l'ancienne. Ouais, donc à l'époque, on pouvait choisir, en tout cas en filière générale, entre 3 filières, économiques, scientifiques et littéraires. Et j'ai choisi littéraire, bien que c'était contre l'avis de tous mes proches, qui me voyaient tous en études scientifiques, parce que j'avais les capacités. Elle a fait entre guillemets, hein, pour ceux qui ne sont pas dans la pièce, visiblement. Ouais, non, donc voilà, je sais pas, j'ai toujours été plus attirée par les... Enfin, toujours. En tout cas, au lycée, j'ai senti que j'étais plus attirée par tout ce qui était littéraire et tout ce qui était les langues aussi, du coup, parce qu'on dit littéraire, mais en soi, moi, mon bac, personnellement, était vraiment aussi très axé sur les langues, donc un peu les deux. Et je préférais ça, franchement, étudier des cailloux, enfin, faut dire la vérité, bon. Les S ont pris un coup, et pas que de cailloux, c'est dur. C'est dur mentalement. Et donc non, la S ne m'intéressait pas, même si voilà, même mes profs ont été... je me souviens que mes profs dits littéraires, c'est-à-dire de français et d'histoire, en seconde, pendant le conseil de classe, bon, je n'y étais pas parce que je ne suis pas déléguée, je ne l'ai jamais... on ne m'a jamais élu. Non, on ne m'a jamais élu. Oh là là, c'est méchant, c'est méchant. Trop... Ah, une voix près, vraiment, j'étais débile. Oui, j'ai voté pour l'autre personne, l'autre personne a voté pour elle, alors que on s'était dit qu'elle allait voter pour moi. Oh là là, trahison débile. Dans la villa. Débile, vraiment de genre 14 à 13 et j'ai perdu. J'aurais été une très bonne déléguée, mais bon, la 6ème B, la 6ème B l'aurait... Est-ce que tu te présentes aux législatives du coup? Non, on va pas. J'ai autre chose à faire, franchement. Ah, excusez-moi. Non, c'est faux. Elle est débordée. C'est même pas vrai. Non, du coup, voilà. Donc voilà, en conseil de classe, donc en seconde, mes profs de français et d'histoire, quand ils ont appris que mon souhait était d'intégrer la filière littéraire, eux-mêmes étaient contre. Alors que ce sont des profs littéraires. Ils ont dit non. Ils voulaient que j'aille en S, mais non. J'ai réussi à convaincre ma famille et ma mère pour... Ta famille qui était complètement contre? Ouais, ma famille qui était... contre, c'est un grand mot, mais vraiment, ils me poussaient fortement vers les sciences, ou alors, au moins, la filière économique. Parce qu'ils trouvaient ça dommage que je me ferme beaucoup de portes en allant en filière littéraire. Mais j'ai suivi mon instinct et je suis allée au bout. Et donc j'ai réussi à faire signer ce papier après de très 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 longues négociations, des arguments bien rodés pour ma mère, pour qu'elle me signe ce papier et que je puisse passer en filière littéraire. Et donc après ça, voilà, j'ai du coup 2 ans de lettres, de littérature, de français, d'histoire, d'anglais, beaucoup d'anglais, 8 heures d'anglais par semaine, de philosophie. Oh oui, quel souvenir. Philo, le français, l'anglais quoi. Voilà, vraiment ça. Très littéraire. Et donc voilà, jusqu'au lycée, jusqu'au terminal, jusqu'au bac. Ensuite, du coup, voilà, le bac est passé. Ça marche. Et du coup, après, donc ça, c'était en termes de notes. Et socialement... Socialement, c'est un gros mot, mais oui, disons qu'en fait, tous mes amis étaient en S. Donc, je me suis retrouvée un peu seule au monde en littéraire. En plus, on était vraiment qu'une classe de filles. Mais du coup, tu regrettes pas de pas aller être en S avec tous tes potes, non, life. Non, comme j'ai dit, les cailloux, ça m'intéresse pas. Okay. Vraiment, en gros schéma, mais non. Après, c'est tes potes, hein, c'est pas des cailloux. Non,
c'est pas de mes potes dont je parle, c'est vraiment des cours. Non, je savais très bien que... Enfin, je sais que j'ai fait le bon choix, en tout cas, en termes de ce qui m'intéressait, d'aller en littéraire. Donc ça, j'ai pas regretté. Donc voilà, mais sinon, en termes des cours, tout s'est bien passé. Et puis, jusqu'au bac, voilà. Ok. Et donc, après, t'es rentré en prépa, mais est-ce que t'avais déjà ce projet de partir en prépa au moment où t'es rentré en L, ou pas du tout, tu t'es juste fait plaisir? Alors non, quand je suis allée en L, vraiment, je me suis dit que j'allais voir... quoique, maintenant que tu le dis, je me souviens que non, en fait, non, c'était... pendant mes longs argumentaires avec ma mère, vraiment une plaidoirie. 75% de mytho, 25% de vrai. Non, quand même pas, non, mais 26%. en soi, 26%. Mais en fait, je me souviens que une des raisons qui a fait qu'elle a quand même accepté que j'aille en L, c'était parce que je pouvais quand même après avoir fait une L, et si j'avais des bons résultats, aller en prépa. Parce que, il faut savoir que dans ma famille, en tout cas ma famille proche, j'ai plein de cousins, cousines, en fait ils sont tous allés en prépa, quasiment. Donc ils sont tous allés en prépa, plutôt scientifique ou économique, mais tous en prépa, donc vraiment donc la famille, les grosses têtes, hein. Donc du coup c'était un peu la pression aussi, même si c'était pas vraiment dit, c'était quand même, je savais que c'était là que tout le monde avait fait une prépa et qu'ils avaient réussi, ils avaient bien réussi leur vie, tant mieux pour eux, mais du coup que moi aussi je pouvais pas juste aller en L et après faire aller à l'université. Bon, mais du coup non, sinon, et en fait même en soi, je savais à peu près que j'allais aller en prépa, du coup après fin terminale, je le sentais, tous mes profs m'avaient dit que c'était le mieux à faire, et même moi je me disais que vu que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, après en fait j'avais pas envie de me spécialiser directement, parce que en soi j'avais des bons résultats partout, j'aimais beaucoup de choses, et donc je voulais pas m'enfermer dans quelque chose et me dire, même si je sais que la réorientation est toujours possible évidemment, mais je sais pas, je me disais qu'au moins en prépa, en plus les prépas ça fait beau sur le CV, ça te permet d'apprendre plein de choses sur toi, l'organisation, etc. C'est un peu quand t'as connu l'enfer, après tout le reste est plus simple, c'est un peu le cas. Et du coup je me suis dit la prépa au moins je pourrais encore avoir plein de matières générales, du français, de la philo, générales mais littéraire évidemment, mais toujours ça. Donc après sur Parcoursup j'avais demandé aussi d'autres choses, j'avais demandé principalement des prépas, mais j'avais aussi demandé quelques licences, je me sens que j'avais fait des portes ouvertes pour une licence de psycho, parce que ça m'intéressait aussi. J'étais allée, c'est la seule porte ouverte que j'ai faite, mais je suis pas du tout allée là-bas, ils m'ont rejeté, hein. C'est le seul nom que j'ai eu en plus à Parcoursup, c'est cette fac là. C'est dur. Ouais, c'est très dur, mais bon, ça va, la psycho franchement finalement avec du recul je pense que très j'aurais pas, je pense pas que j'aurais aimé, difficile à dire parce que j'ai l'impression que je peux aimer beaucoup de choses et que je pourrais m'épanouir un peu dans plein de domaines différents, mais ça va, en tout cas psycho, ça va, pas de regret, et donc j'ai été prise en prépa. D'accord. Et du coup, là, t'es parti en prépa, mais est-ce que tu t'étais renseigné un peu avant, ou alors juste t'avais entendu des bruits de couloir en mode la prépa c'est tu vois, le classico quoi, la prépa c'est compliqué, faut beaucoup taffer, tu vis que pour ça. Mais est-ce que tu t'étais renseigné plus que ça? Est-ce que t'avais des témoignages et tout? Oui. En fait, du coup, vu que j'avais des profs qui m'en parlaient beaucoup, je me suis bien renseignée. Donc déjà, le classique, hein, les classements. Quelle prépa donne les meilleurs résultats? On les connaît, hein, les Henri IV, Louis le Grand, c'est les meilleurs, ça on le sait. En tout cas sur Paris, parce que du coup, moi je suis de région parisienne et je voulais rester dans Paris. Ça m'arrangeait totalement. Je pouvais rester chez mes parents, j'avais pas besoin de prendre un appart, etc. En plus en prépa, ça fait beaucoup à gérer en même temps, donc ça m'arrangeait de rester en région parisienne. Donc donc j'ai regardé des classements sur les sites, hein, comme l'étudiant, tout ça, les sites directement des prépas pour voir ce qu'elles proposaient. Et ensuite, du coup, j'ai pu parler aussi avec une fille qui était en prépa. J'ai parlé avec elle et elle m'a parlé vraiment de son expérience. Elle, à ce moment-là, était en 2e année. Et donc, elle pouvait me parler de son expérience, etc. On a beaucoup échangé. Et franchement, elle m'a plutôt bien convaincue. En fait, elle m'a plutôt bien vendu la prépa. Donc, voilà. Et je me sens que cette prépa aussi, je l'avais mise dans mes vœux Parcoursup. Parce que du coup, je me disais que je voulais pas vraiment me fermer et tout ça. Mais j'ai mis... j'ai mis genre 6 prépas, quelque chose comme ça sur Parcoursup, avec des licences de psycho principalement et aussi des doubles licences. Mais c'était quand même principalement la prépa que tu disais. Principalement la prépa, ouais. Très principalement. Et donc quand t'es rentré là-dedans, c'était quoi le but? Alors, le but, justement, j'ai réfléchi et je me suis dit, une prépa, d'accord, je fais encore des matières assez générales, mais je sentais quand même quelque chose qui me disait, je sais pas, l'histoire de l'art...
il y a quelque chose. Je me disais, l'histoire de l'art, ça m'intéresse parce qu'il faut savoir que j'en ai fait du coup au lycée. J'ai pris une option histoire de l'art, donc en première et terminale. Alors bon, on va pas vraiment se mentir. C'est pas la même chose. Oui, évidemment que c'est pas la même chose, mais surtout, bon, mon option histoire de l'art au lycée, c'était vraiment la session potin du lycée. Parce qu'en plus, la prof était vraiment extrêmement sympa. Elle était, franchement, c'était vraiment cœur sur elle. Elle était trop bien. Et j'étais avec tous mes potes. Et en plus, c'était vraiment le vendredi après-midi de 16 à 18, tu vois, vraiment le dernier créneau de la semaine, on était fatigués. Donc, je dis pas que j'ai rien fait, on a fait, en plus, c'est vraiment bien parce que ça m'a permis d'aller dans plein de musées différents. On a fait quand même beaucoup de sorties, on a eu des intervenants, c'était vraiment très intéressant. Mais du coup, bon, c'était pas vraiment, c'était pas, je vais pas dire un vrai cours parce que bon, on serait un peu irrespectueux, mais c'était, bon, ça m'a donné un petit avant-goût, disons. Donc voilà, donc en prépa, je me suis dit, bon, je sais que généralement, les gens qui intègrent des prépas ont pour objectif, donc en fait il y a 2 cas de figure, soit c'est pour intégrer une école, ça c'est pour juste faire la prépa et ensuite après repartir en licence. C'est possible, les gens le font juste pour avoir l'expérience de la prépa, mais ensuite partir en licence dans tous les cas. Enfin, je sais que je connais des gens qui, en tout cas en prépa, qui étaient dans cette optique là, parce qu'en fait il faut savoir que quand on s'inscrit en prépa, on s'inscrit obligatoirement aussi en licence au cas où si on veut drop out. Donc en fait on s'inscrit là-bas et si jamais à n'importe quand dans l'année, on peut aller en université. Bon, ça c'est en théorie parce que bon, il faut quand même respecter les semestres, etc. Mais voilà. Donc voilà, il y a ça. Et donc les concours, en fait, que tu prépares en prépa, parce que voilà, la prépa te prépare à quelque chose. Et donc t'as les concours les plus prestigieux, c'est l'ENS. T'as l'ENS. C'est quoi l'ENS ? L'ENS, c'est École nationale supérieure. D'accord. Je n'ai pas révisé en plus. Et ça sert à quoi alors ? Ouais, bon, c'est très très large, mais de ce qu'on m'avait expliqué quand j'étais en prépa, et même de mes recherches personnelles, c'était que alors des souvenirs, faut vraiment pas prendre pour acquis ce que je dis, mais il me semble que quand on intègre l'ENS, déjà, c'est vraiment, il y a 100 personnes, il y a 2 ENS différentes, les 2 sont à Paris, je crois, ou alors très proche, banlieue très proche. Il y a 2 ENS différentes, ils prennent à peu près 100 personnes par école par année, et il y a environ entre 3000 et 6000 personnes qui passent le concours. Okay. En fait, t'es obligé, quand t'es en prépa, en tout cas en deuxième année, à la fin de deuxième année, t'es obligé de passer ce concours-là. Okay. Au minimum. Et ensuite, même si de tous les cas tu veux partir en licence, t'es obligé de passer le concours. Et ensuite, après, tu peux choisir de passer d'autres concours, dont des concours des écoles de commerce et des concours, ce qui m'intéressait moi, d'écoles d'art, dont l'école du Louvre. Très bien. C'était mon objectif. Je me suis dit que si je partais en prépa, mon objectif, c'était d'intégrer l'école du Louvre après. Et qu'est-ce qu'on y fait ? Dans l'école du Louvre ? Y a plusieurs cursus différents. Déjà, il faut savoir que l'école du Louvre, tu peux l'intégrer à 2 périodes. Tu peux l'intégrer à bac plus 0, donc juste après le bac. C'est sur dossier, entretien, enfin vraiment, il y a plein de trucs à faire et c'est très sélectif. Je sais qu'une fille de mon lycée l'a fait et elle est prise directement là-bas. Et franchement, chapeau à elle, parce que c'est quand même assez compliqué. Et ensuite, il y a donc cette session de recrutement, disons, et ensuite, à partir de là, tu peux faire 3 ans, ou alors tu arrives après 2 ans de prépa, ou après, par exemple, 3 ans de licence, tu peux intégrer la 2e session, la deuxième façon. C'est du coup, donc à ce qu'ils appellent bac plus 3, à peu près équivalent, je crois. Faut pas vérifier. Mais à peu près ça. Oh là là, j'ai pas révisé l'école du Louvre. Mais, non, mais qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce que tu voulais faire là-bas, finalement ? En fait, c'était pour préparer... Comment expliquer ? Je sais pas si c'est vraiment l'équivalent d'une licence, mais c'est une formation qui... en histoire de l'art, en fait. D'accord. En histoire de l'art, principalement. Après, bon, t'as des matières annexes, évidemment, mais le socle, c'est vraiment l'histoire de l'art. Et ensuite, ça te prépare à être, par exemple, chercheur, à préparer les concours du patrimoine et de la fonction publique. Conservateur, tout ça. C'est ça, conservateur, etc. C'est des concours aussi très compliqués. Ok. Voilà, mais du coup, voilà, ça, c'était mon objectif quand je suis entrée en prépa. Et ça a été un gros critère. En fait, je crois que j'ai demandé que des prépas sur Parcoursup qui avaient une option histoire de l'art. Parce que c'est pas intégré dans la prépa, c'est une option qu'il faut prendre. Et donc j'ai fait en sorte de prendre du coup ça. Et j'ai choisi la prépa, parce que donc j'ai été acceptée dans plusieurs prépas. Et j'ai choisi celle qui n'était... Enfin, pas celle qui était la plus proche de chez moi, mais celle qui était la mieux classée et qui proposait cette option-là. C'était quoi tes journées là-bas ? Vous faisiez quoi ? Très bonne question. Alors, mes journées. Alors en prépa, les journées, ça répond... c'est totalement le cliché, c'est très long. C'est du 8h, 18h. En fait, c'est... Déjà, la prépa, c'est dans un lycée. En tout cas, ces prépas-là sont dans un lycée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on côtoie des lycéens, enfin des secondes, vraiment tout le temps. Mais bon, on a des classes, évidemment,
À part, ailleurs, oui, bien sûr. évidemment. Mais donc, en fait, on a vraiment des horaires de lycée. Et donc, c'est du 8h-18h. T'as tous tes cours qui sont calés là-dedans. Que les cours. Ensuite, après, tu peux rester à la bibliothèque. Et donc, après, tu peux rester jusqu'à la fermeture. Il me semble que c'est 20h. Faudra vérifier. Hein. Franchement, ça fait très longtemps. T'inquiète. Mais bon, tu restes jusqu'à la fin, tu fais tes devoirs et tu prépares tes cols. Alors, les cols, c'est des oraux. C'est des oraux que tu as environ chaque semaine. Donc, chaque semaine, tu dois préparer sur des matières différentes. Donc, en fait, toutes les matières que tu as, c'est-à-dire français, et, philo, histoire et géographie, c'est différent, des professeurs différents. On te donne un sujet à l'avance que tu dois préparer, à l'avance, c'est-à-dire une semaine ou quelques jours, que tu dois préparer, et ensuite t'as un exposé d'une demi-heure environ, je crois. T'as un exposé, en tout cas, je vais pas dire l'heure, mais t'as un exposé à faire devant quelqu'un justement qui est là pour t'examiner, en fait, et voilà. Okay. Et donc t'as dans chaque matière, t'as une colle. Dans chaque matière, t'as au moins une colle. T'as au moins une colle de chaque matière dans le trimestre, mais tu peux en avoir plusieurs, et des fois tu peux avoir plusieurs par semaine, ça dépend, il y a des semaines qui sont très chargées. Et donc du coup voilà, ça dure, enfin tout le monde doit faire ça, c'est obligatoire, et ça compte vraiment énormément dans ton bulletin en fait de faire des colles. Alors l'école c'était vraiment, t'as un texte, généralement en français t'as un texte, tu dois l'expliquer avec une sorte de problématique, et ensuite t'en fais un résumé, t'en fais une explication devant ton jury entre guillemets, ton examinateur de colle, voilà. Et après par exemple en scientifique c'est plus résoudre des équations complexes, etc., avec un temps limité, enfin ça dépend évidemment des filières, mais du coup dans la mienne c'était ça. Ça c'était les journées type. En fait c'est vraiment 8h-18h, puis tu taffes à la bibliothèque, puis tu rentres chez toi, tu taffes encore, après tu dors un peu, et après c'est on repeat tout le temps, et le week-end tu fais que taffer. Ok. Sympa comme journée. Très sympa. Et alors en termes de matière, donc t'avais. Ah oui, pardon, il y a aussi des DST. Il y a aussi des DST. Aussi souvent, il me semble qu'en scientifique, il y en avait quand même plus que nous, mais il y avait quand même des DST, je crois, au moins une fois par semaine, hein. Une fois toutes les 2 semaines, quelque chose. D'accord. Voilà, donc ça, c'était vraiment de l'écrit classique. Oui, c'est ça, de l'écrit. Très bien. Et du coup, en termes de matière, donc t'avais de l'histoire, de la géo, ça se ressemblait au lycée en fait. Oui, en tout cas, avec la filière littéraire que j'avais faite avant, c'était à peu près les mêmes matières. Il me semble pas que j'avais des matières différentes, à part l'histoire de l'art, qui cette fois était une matière qui comptait vraiment. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire de l'art, du coup c'était une option. Et petite anecdote, donc l'option histoire de l'art, on était beaucoup à la demander. Il faut savoir que en tout cas dans le lycée où j'étais, il y avait 2 prépas littéraires, 2 classes de 45 environ, donc on était 90, et sur les 90 franchement il y avait bien 60 voire 70 qui voulaient faire l'option, sauf que c'était pas possible. La prof ne prenait que maximum 17 personnes. 17. Ah ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en soi, quand on s'est inscrit, donc en juillet, tout le monde a été mis sur Histoire de l'art en attente. Et ensuite, la semaine de la rentrée, le mercredi après-midi, on a dû tous se réunir dans la salle de réunion. Et donc, la prof devait se débarrasser de nous. C'était le but. Et quand je dis se débarrasser, du coup, elle a essayé de vous dégoûter de la matière. Exactement. Okay. Elle a essayé de nous dégoûter même de la prépa, carrément, de la vie, tout ce que tu veux. Franchement, c'était éprouvant. Elle est arrivée 15 minutes en retard. Ça paraît pas énorme, mais quand t'es en prépa, tout est très 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 millimétré, donc 15 minutes en retard pour une prof en plus, c'est pas très bien vu entre guillemets, mais bon. 15 minutes en retard, on était déjà tous là en train de se demander est-ce qu'elle va venir, est-ce que vraiment du coup ça commence, on sait pas, on attendait dans la salle. Et donc elle arrive enfin, et c'était vraiment une dame, comment la qualifier, qui prenait de l'espace. Et je réfère pas du tout à son physique, hein, vraiment c'était son aura, elle était très imposante. Elle s'est présentée rapidement et elle a commencé à nous dégoûter, argument après argument. Elle nous a sorti des arguments assez logiques au début. Ouais. Qui était ça vous fait quand même 3 heures ou 4, je sais plus, 3 ou 4 heures dans la semaine le mercredi après-midi, alors que si tu prends pas cette option, donc t'as ton mercredi après-midi de libre, ce qui est quand même assez intéressant en étant privé parce que c'est très rare pour réviser, ou alors pour avoir des cols. Non, pour avoir des devoirs, parce qu'au lieu de les avoir le samedi, tu pourrais les avoir dans la semaine et tout compressé entre le lundi et le vendredi. Okay. Et pour pas que ça dépasse aussi sur ton week-end. Mais ton week-end que tu passeras forcément à travailler dans tous les cas. Mais voilà, des arguments comme ça. Puis ensuite, c'est passé à des arguments comme bientôt c'est les soldes d'hiver, donc avoir le mercredi après-midi, c'est pas mal pour faire le shopping. Parce l'ultime argument. L'ultime argument. Moi, ça m'aurait convaincu, je serais au revoir du coup. Franchement, du coup, au revoir.
Et donc, voilà des arguments. Et donc, petit à petit, on voyait des gens qui partaient, qui abandonnaient. Donc, on était 70, on arrive 60, 50, 40. Et là, elle a commencé avec des questions bien plus précises sur l'histoire de l'art. Enfin, précises, dans le sens où elle nous a demandé qui voulait passer le concours de l'école du Louvre après. Tous les gens qui n'avaient pas levé la main, elle vous a dit je vous prie de dégager s'il vous plaît. Oh. Et ils l'ont dégagé. Même si, parce que en soi, une option, tu peux la prendre, et si finalement t'as pas envie de faire ça plus tard, c'est pas grave. Une option, tu t'es pas obligé de suivre ça, tu vois. Mais pour elle, c'était devenu un critère, du coup, parce qu'il y avait tellement de gens. En soi, bon, ces méthodes. Bon, sont un peu critiquables, tu verras par la suite. Tu verras par la suite. Tu verras. Fini. Non, c'est pas du tout fini. Pour l'instant, c'est plutôt finement joué. Non, pas du tout. Sur tous les soldes, moi. Je suis resté sur les soldes. Non. En fait, oui, donc la façon dont elle présentait tout ça, ça allait. C'était vraiment son attitude. En fait, c'était vraiment je m'en bats les couillisme complètement. Elle était vraiment méchante en fait. Enfin, il y a pas d'autre mot. Elle était vraiment la façon dont elle parlait. Mais c'était vraiment pour nous décourager, pour nous dire. Enfin, vraiment, le discours c'était vous êtes des merdes. Enfin. Ceux qui partaient, vous êtes des merdes. Enfin, vraiment, c'était. Je me suis sentie attaquée, mais de 13h à 16h ou 17h, je sais plus. Vraiment, tout le temps, je me suis sentie attaquée dans mon âme, au plus profond de moi. Tu t'es dit, ça va être sympa. Oui. L'option. Et ça, c'était que le début. Ça faisait que 1 heure. Donc voilà, elle a des arguments, elle nous demande d'écrire sur une feuille de papier pourquoi. Enfin, quelle est notre œuvre préférée. Quel est notre rapport à l'art, quel est notre musée préféré, enfin bon voilà, des questions très précises, mais elle nous a pas expliqué si ça allait être un critère pour nous faire partir, donc on paniquait tous, je paniquais aussi évidemment, je me disais mais est-ce que mes réponses sont assez bien, est-ce qu'elle va vouloir machin, finalement, après au moment où elle a tout ramassé, elle nous a dit qu'en fait ça allait pas être noté ou quoi que ce soit, donc ça comptait pas, super, trop gentil. Après ça, bon voilà, encore des arguments, et là on est une trentaine. Toujours trop. Donc là, c'est le moment de l'anecdote. Donc elle nous demande de nous présenter de façon originale. Elle nous dit, voilà, vous avez 10 minutes pour préparer quelque chose ou pas. Et ensuite, je vous laisse carte libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vraiment, ce que vous voulez. Champ libre. Je me souviens que certaines personnes avaient protesté, étaient pas d'accord, dont la fille juste à côté de moi qui était complètement révoltée par ça, comprenait pas le principe, voilà. Mais elle n'est pas partie. Parce que certaines personnes sont révoltées, ils sont partis, peut-être 2. Ah ouais. Ouais. Mais ça comptait sur son critère. Justement, ça c'était un critère. En fait, c'était vraiment juste pour nous juger et pour nous juger notre créativité ou je ne sais quoi. Enfin bon, c'était voilà. D'accord. Et donc 10 minutes de pure panique. Déjà moi, au bout de 1h30, les premiers trucs de les soldes, etc. C'était un peu drôle. Après, quand elle a commencé à questionner notre envie vraiment de ce qu'on voulait faire plus tard, etc., alors que on a 17, j'avais 17 ans, 17, 18 ans, ou 19, je sais pas, enfin on est vraiment très jeune, on sait pas ce qu'on veut faire de notre vie, être jugé pour ça, et vraiment jugé, c'était méchant en fait, vraiment. Et donc certaines personnes sont parties à ce moment-là, bon pas beaucoup, toujours... Et là, c'est le moment des prestations. Donc les gens passent. Alors, je me souviens qu'il y a une fille, par exemple, qui a décidé... Elle était en débardeur short et elle a demandé un marqueur et elle a proposé aux gens dans la salle de venir écrire sur sa peau un adjectif qui, selon eux, la qualifierait, même s'ils ne la connaissaient pas du tout. Elle avait des courageuses, belles, intelligentes, enfin bref, tu vois, des qualités, voilà, elle avait ça. Exemple, quelqu'un d'autre a mimé sa routine, enfin sa morning routine, voilà, donc vraiment elle s'est mise, enfin comme Jules Théâtre, elle a fait son petit show. C'était pas dans le contrat ça de base. Ah mais ta présentation originale, tu te présentes pas. Ok. Et donc voilà, les gens passent, et en fait, évidemment, la prof nous disait, si vous voulez partir en plein milieu, si vous voulez pas passer finalement à dernière minute, vous voulez partir, n'hésitez pas, au contraire, prenez la porte, je vous en supplie. Et je me souviens que tout le long, je n'avais absolument rien préparé, et j'étais en panique. T'avais pas d'idée, hein. Je n'avais aucune idée, et présentation originale, mais c'est horrible, je ne savais pas quoi faire, et je ne savais même pas si je voulais rester. J'étais entre mais il faut que je fasse cette option, parce que je veux faire de l'histoire de l'art, je veux passer le concours, mais en même temps, mais c'est horrible, je veux pas passer, mais je veux pas faire ça, c'est horrible, je veux pas rester dans son cours, elle a l'air horrible. Bon, tout le monde passe, donc une trentaine de gens passent, enfin vraiment des gens, des présentations, il y avait de tout. Nous ne sommes que 3. Et la prof s'était mise, comme par exemple, juste derrière moi, donc je l'entendais ricaner des fois, je l'entendais se moquer, je l'entendais souffler en mode « c'est trop long déjà », enfin bon, c'était super. Et évidemment, t'avais du goût, j'avais juste l'impression juste derrière moi, c'était nickel. Et puis à un moment, je lève la main, je me dis « bon, il faut que je le fasse », enfin...
Je sais pas quoi faire, mais vas-y, je vais le faire, ça va être n'importe quoi dans tous les cas, mais allez-y. Donc, let's go. Donc, du coup, j'ai levé la main. Et c'était une catastrophe. Qu'est-ce que t'as fait, évidemment. Alors, il y avait un tableau. J'ai pris un marqueur. J'ai écrit mon prénom. Non, c'est ridicule. C'est honteux, vraiment, comparé aux autres. En bâton, sans faute. Non, mais j'ai écrit mon prénom. Et en fait, j'ai commencé à déblatérer sur l'importance du prénom et comment ça nous représentait dans la vie. Mais c'était du bullshit complet, je ne savais pas quoi dire. Et en fait, plus je parlais, plus je sentais que je m'enfonçais, plus je sentais que je faisais des fautes de français. Mais j'étais tellement stressée, je savais pas quoi faire. Et voilà, c'était un des pires moments de ma vie. Après ça, donc j'ai juste posé le stylo. Quelques personnes ont applaudi. La plupart des gens avaient applaudi pour les autres quand c'était vraiment bien. Voilà. Mais moi, j'applaudissais tout le temps. Là, il y a genre 4 personnes qui ont applaudi. C'est bien, t'as essayé. J'ai essayé, vraiment. Allez, va t'asseoir. Alors, exactement. Allez. Et je me suis rassise. Et donc, une fille, après, est passée, a fait aussi de l'impro, mais c'était plutôt bien. Elle a parlé, etc. Mais je sais pas, elle avait une certaine prestance. Bon. Et là, la dernière, et c'est là la vraie anecdote, donc il reste une fille tout devant, qui était dans ma classe, avec qui je n'avais absolument pas parlé, parce qu'il faut savoir que j'avais parlé à personne, en plus j'avais aucun pote, hein, vraiment, je suis absolument pas sociable, donc c'est à elle se lève, et elle demande à la personne qui bouscule Non, moi j'étais tout au fond, Elle se lève, elle demande à la personne qui est à côté d'elle de lui passer son sac en tissu, elle se le met sur la tête, déjà, original, elle se le met sur la tête, et là elle commence à parler. Ah oui, non. Et là, elle commence à parler. Ouais. Et petit à petit, elle commence à se déshabiller. Elle se déshabille et elle parle. Elle commence à raconter sa vie et un peu comment... Enfin, son rapport, en fait, avec elle... Enfin, son rapport à son corps, disons. Et pourquoi elle est vraiment motivée pour le savoir, comme quoi l'art, ça a changé sa vie, etc. Et donc, en fait, elle se déshabille. Le haut, le bas, tout. Entièrement. Nu. Oui. Devant une salle, 30 personnes, une prof, salle de réunion. Okay. C'est pas tout. Donc elle parle et continue. Non, on se rigole une minute ou quoi? Bref, non, ce n'est pas incroyable, tout. Mais t'as vu? Décontenancé, hein. Donc, attends. Et elle continue à parler. Ah bah, exactement, c'est de l'art. Et donc, elle demande aussi, donc toujours à cette personne qui était à côté d'elle, de lui passer son carnet et un stylo. Tout son sac, là, qu'elle a mis sur sa tête. Elle tâtonne un peu et elle monte sur l'estrade, sur le bureau où le directeur de l'établissement 2 jours avant avait fait le speech, et elle s'allonge dessus. Elle s'allonge sur le ventre. Elle est nue là, elle est complètement nue. Okay. Complètement nue sur le bureau. Qu'on soit un peu visuel, quoi, qu'il y a un truc, quoi, voilà. Et elle s'allonge et elle commence à dessiner, et toujours en parlant, en parlant de son corps, comme quoi elle a toujours eu un rapport compliqué avec son corps parce que ça lui rappelait de sa mère et qu'elle détestait sa mère, mais que de plus en plus elle apprend à l'aimer, etc. Ouais, t'es en séance psy-poil, quoi, là, t'es vraiment... Avec 30 personnes en face, elle a exactement. pas payé, mais elle se croit en séance psy, là. Non, ouais. Et donc elle parle, et puis elle dessine, elle fait un truc, et à la fin, elle termine. Après 5 minutes, elle termine, elle se lève, elle montre le dessin. Bon, j'étais extrêmement loin, je ne voyais rien, et de toute façon, je ne voulais pas vraiment voir ce qui se passait là-bas. Et là, il y avait juste une bite. C'était vraiment waouh, l'art, quoi. Peut-être pas, je pense pas. Mais donc voilà, elle dit bon bah c'est fini. Elle se met au sol et en fait elle ramasse ses habits, enfin elle enlève son sac, en fait elle était un peu gênée, quoi, et donc voilà, elle se rhabille vite fait, et la prof était derrière moi et elle se lève et elle commence à applaudir, et je crois qu'elle a applaudi, je crois que c'est la seule personne pour qu'elle a applaudi. En plus elle a applaudi, elle était là en mode, il me semble qu'elle a dit quelque chose du genre quand je vous ai dit que vous pouvez être original et aller enfin il n'y avait pas de limite, certains l'ont pris vraiment au sérieux, et bon, et en même temps elle dit ça et elle marche vers l'estrade. Donc bref, ça se passe. Du coup tout le monde a fini à Walp, ça a fini en vidéo chelou, non. Vraiment, on vous mettra le lien en description, bien sûr. Non mais d'accord. Okay. Et donc voilà, et en fait donc elle parle, et donc elle fait un speech à la fin à la prof pour terminer tout ça, parce que voilà, il était presque 17h, donc c'était le temps de nous relâcher. Donc elle termine, nous relâcher, ouais, vraiment c'est une torture. Et donc elle fait un petit speech pour conclure, nous dire que voilà, des choses très intéressantes, etc. Elle nous dit évidemment, si d'ici la semaine prochaine, parce que voilà, tous les cours étaient toutes les semaines, donc si d'ici la semaine prochaine des gens ne voulaient pas revenir, c'est tant mieux, bravo. D'ailleurs elle disait que c'est des gens qu'elle allait pas revoir, mais qu'elle préférait de tous ceux qui allaient rester, parce que en fait limite elle vouait une haine contre ceux qui restaient, parce qu'elle voulait qu'on parte. Et ensuite elle a fait un petit aparté en nous expliquant bien que en fait qu'il y avait certaines choses qui ne se disaient pas
Et quand je dis que ne se disait pas, c'est des choses, des formulations qui ne se disaient pas. Par exemple, à la base, ça ne se dit pas. Ce n'est pas correctement français. T'as dit tous des trucs comme ça, toi. Je sais plus. Enfin, il y avait à la base, ça je m'en souviens très bien. Il y en avait un autre aussi, en fait, 2, 3. Voilà. En fait aussi. Voilà. Au final, ça ne se dit pas. Elle nous a dit, ça ne se dit pas, c'est pas français. Si je l'ai entendu chez plusieurs personnes pendant vos présentations. Bizarrement, hein, quand elle disait ça, elle me regardait droit dans les yeux. Hein. Bizarre, hein, mais bizarre. Hein. Et donc elle dit ça et elle nous dit, bon, je l'ai entendu chez plusieurs personnes. Dans mon cours, je vous reprends à dire ça, vous prenez la porte directement. Ce n'est pas français, vous dégagez. Elle dit, vous êtes dans un des meilleurs lycées de Paris, une des meilleures prépas de Paris. Si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas digne de ça. Évidemment, je suis sortie. Ah oui, non mais oui. Voilà. Alors oui, totalement. En fait, on aurait pu résumer l'anecdote par connasse. Connasse, mais bon. Donc après ça, évidemment, moi, je sors, je fais un peu le coin, et là, je fonds en larmes, évidemment. En fait, dès le premier jour, je savais que c'était pas pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai quitté. Mais en fait... je suis restée 2 semaines parce que j'étais en fait pendant 2 semaines en négociation avec ma mère pour partir et elle voulait que je reste parce que voilà, elle me disait mais toi, tu sais, pas fait elle pour rien. C'est ça, t'as pas fait elle pour rien, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Tu vas t'accrocher. Oui, elle m'a dit oui, tu sais, tous tes cousins et cousines au début ils aimaient pas, et en plus elle c'était pire parce qu'elle a dû venir seule sur Paris, elle avait personne et pendant 2 ans c'était horrible, et pourtant regarde où elle en est maintenant, elle est très épanouie, blablabla. Et genre en mode mais oui, mais enfin je sens quand même que c'est pas bon pour moi, pour ma santé mentale, c'était horrible. Je ne dormais pas, chez moi, j'arrivais pas à dormir de stress, mais du coup je dormais en cours, ça m'était jamais arrivé avant. Enfin je dormais en cours, et quand tu dors en prépa, tu dors 1 heure en prépa, t'as 3 jours à rattraper, enfin c'est horrible, hein. Ça va tellement vite que c'est un rythme vraiment très 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 ouais, rythmé, ouais, bon, super. Un rythme très rythmé. Non, mais très rapide. Très rapide, ouais. Et en fait, extrêmement. Et donc, du coup, bon, voilà, histoire de l'art. Donc, après, la semaine d'après, bon, pour la faire courte, terminer la petite anecdote. La semaine d'après, donc, sur les 30 qui restaient, on était à peu près 20, 25, je pense. J'espère que la chute est bonne, hein. Parce ouais, on est sur 30 je sais. minutes, non, je sais, t'inquiète. Attention. Bah, évidemment, toute la semaine, je me disais, est-ce que j'y vais pas, je sais pas trop, parce que finalement, je me sens. C'est horrible, ça a l'air d'être horrible, je veux pas faire ça, mais je veux faire l'école du Louvre. Et si je fais pas ça. En fait, je me disais que si je ne fais pas cette option, je veux pas rester en prépa, ça c'est sûr et certain. J'ai resté en prépa pour cette option, mais cette option, même celle-là, je la voulais pas. Et je me dis, bah si j'ai pas de prépa, je fais quoi? Donc vraiment, c'était un mess incroyable, je ne savais pas quoi faire. Donc bon, j'arrive la semaine d'après, on est cette fois dans une petite salle, la salle où on a cours normalement. Elle fait cours. Et franchement, c'était 2 heures très 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 intensives, parce qu'elle nous a parlé de tellement de choses, c'était incroyable. Mais des fois, elle demandait toujours, tu vois, la participation de gens. Et en fait, elle nous a dit aussi, d'ailleurs, un critère très important, elle nous a dit, si je vous entends pas parler, pendant cette séance, vous partez. Je veux pouvoir avoir en face de moi, des gens qui peuvent parler et qui peuvent me répondre, et même si c'est faux, juste parce que je sais que d'une ancienne élève qui a passé le concours, machin, parce qu'en fait elle parlait jamais en cours, bah du coup elle a pas eu l'école. Rien à voir. Mais pourtant c'était son argument, et donc il fallait qu'on parle. Bon. Sauf que je me suis rarement sentie aussi débile dans ma vie. Même quand, en fait, elle a essayé en plus de créer un sort de débat, donc les 2 côtés de la salle pouvaient, il y avait un débat, et donc voilà, on pouvait répondre des arguments, etc. J'essayais, j'étais en train de brainstormer, mais tout le temps, mon cerveau chauffait. Aucune idée. J'avais l'impression de n'avoir aucune connaissance. Autour de moi, les gens avaient des références incroyables, et pourtant, j'ai des références. Je sais un peu de quoi je parle, en tout cas, même à l'époque, hein, même si j'avais pas fait beaucoup d'histoire de l'art. Et pourtant, rien. Je ne savais absolument pas quoi dire. Et donc, au bout des 2 heures, on a fait une pause. Et j'avais toujours pas parlé. Je sors de la salle, la plupart des gens vont aux toilettes, etc. Je me retrouve dans le couloir. La prof vient me voir. Elle me prend par le bras et elle me dit tu sais, je t'ai pas entendu aujourd'hui. Je lui ai dit non. Elle me dit, tu sais, mais par contre, ça, bizarrement, la seule fois où elle était genre douce, c'était ce moment-là. C'était pour Tej. C'était pour me Tej. Enfin, me Tej. Alors, c'était pas vraiment Tej, elle m'a dit, tu sais. à parler, t'éjecter, ouais. Ouais. Un peu ça, ouais. Et elle me dit, tu sais, si tu parles pas, je pourrais pas te garder. Et je dis, oui, je sais. Et donc après, elle est partie aux toilettes. Et j'étais là, et je me suis dit, en fait, je sais pas. En fait, justement, trop d'informations en même temps, je suis rentrée dans la salle, je pensais que j'allais juste m'asseoir, mais en fait non. En fait, limite un réflexe, j'ai même pas réfléchi, j'ai juste fait mes affaires et je suis partie. Je suis sortie. J'ai pas dit au revoir à la prof, aux gens. Les gens m'ont vu partir en plein milieu du cours, n'ont posé aucune question parce que de toute façon je ne leur parlais pas, hein, j'étais vraiment dans mon coin. Et je suis partie. Et à ce moment-là, quand je suis partie, je me suis dit,
là faut que je parte de prépa, c'est sûr. Et donc après ça j'ai fait des démarches et je suis partie de prépa, voilà. Ok. Après 2 semaines. Donc Sacrée anecdote. Bon c'était long mais ouais, donc c'est pour long. ça que t'es partie. C'est en grande partie parce que cette option c'était impossible, je pouvais pas rester, et si sans l'option je voyais pas l'intérêt de rester en prépa quand c'était vraiment, pour moi c'est l'enfer, hein. Enfin en tout cas je considère ça comme l'enfer, et vraiment big up à tous les gens qui ont fait une prépa et qui l'ont réussi, qui ont tenu, parce que je sais que c'est extrêmement dur et franchement non. Ok, donc t'as pas réussi à passer ce cap, mais Ouais. pour toi qu'est-ce qui te manquait en fait pour réussir? En prépa, Ouais, c'est du pas temps. Plus de temps en fait, Ouais. plus de temps, plus d'énergie, je sais pas, enfin j'avais pas le temps et j'avais pas la motivation, enfin la motivation nécessaire pour être à ce point-là à fond dans tous mes cours, parce que le lycée, d'accord, enfin évidemment t'as plein de cours, plein de matières différentes, donc ton esprit est un peu partout et bon il faut savoir gérer ton temps, etc. Mais en prépa en fait c'est ça démultiplié par 5, plus des nouvelles matières que je n'avais jamais eu. J'ai fait du latin pour la première fois, j'ai fait du latin pendant 2 semaines, c'est la seule évaluation que j'ai faite, j'ai laissé une évaluation, franchement j'ai dû avoir 0, la prof elle m'a jamais revue, elle a dû garder ça. Enfin vraiment c'est, en fait tout est à 120%, toutes tes matières, et t'as pas le temps de vivre, je sais pas comment t'expliquer. Et pourtant c'est fou, mais je voyais des gens dans ma classe qui arrivaient à sociabiliser, et moi non. Je pense que aussi c'est un facteur, vu que je pense que j'ai sociabilisé avec une seule personne dans ma classe et une autre personne qui était pas dans ma classe, que je voyais que en cours de latin, et en fait je sais pas, j'avais pas d'attachement là-bas. Et qu'est-ce qu'ils avaient les gens avec toi pour que ça matche pas comme ça? Je sais pas, en fait, j'avais l'impression que... En fait, déjà, il faut savoir qu'il y avait plein de gens qui étaient déjà dans ce lycée et qui sont juste... qui étaient en filière générale et qui sont partis dans la prépa, donc ils se connaissaient déjà. Ensuite, il y avait des gens de plein d'horizons différents, je sais pas. En fait, même moi, je me sentais pas à l'aise, ni de parler aux gens, ni dans les cours. Dans tous les cas, j'étais pas bien, donc en fait j'avais pas la tête non plus à sociabiliser. J'ai essayé des fois, ça matchait pas, et quand j'ai essayé et que ça a matché, c'est 2 personnes et j'ai absolument plus aucun contact avec elles d'ailleurs maintenant. Ça a vraiment duré 2 semaines et puis après c'était fini. Mais ouais. Voilà. C'était une prépa payante? Non. C'était une prépa non, payante? c'est en lycée, donc non, c'est gratuit. Ça va, justement, t'es parti... Comment ça? Tu sais, t'as des prépas payantes. Donc imagine que t'étais parti alors que t'avais payé la prépa. Ah ouais, non, mais de toute façon, j'avais pas les moyens. Je voulais pas, dans tous les cas, même pour le reste de mes études, j'ai pas vraiment envie de m'engager dans quelque chose de payant, parce que je sais pas, c'est trop de charge. Trop d'engagement. Ouais, trop d'engagement en fait. Okay. Et du coup, ta famille, elle a réagi comment à ça, le fait que je parte? Ouais. Ma mère, elle, comme je te disais, elle voulait que je reste. Elle me donne l'exemple de tout. Voilà, mes cousins, cousines qui ont persévéré et qui avaient réussi. Et sinon, après, en fait, à partir d'un moment, c'était juste mon choix, quoi. Enfin, je sentais que j'allais rentrer dans une... j'étais à ça d'une dépression, quoi. En 2 semaines, déjà. Enfin, ça peut paraître rien du tout, mais j'ai su... Vraiment... Non, mais c'est possible, bien sûr. Ouais, enfin, vraiment, je pense même la première heure, j'ai su. Première heure, puis c'était... Je sais pas, il y avait cette pression. Et pourtant, j'étais pas Henri IV, Louis le Grand, les grandes prépas que j'avais même pas demandé, parce que, franchement, je savais que c'était un peu trop, quand même. Faut pas abuser. Je voulais pas non plus être dans le top, mais du coup, franchement, premier cours, mais pour dire à quel point il n'y avait que des cracks avec moi. Premier cours, les profs, de ce que j'ai compris, s'amusaient chaque année, donc avec chaque promo, à demander qui avait une mention très bien au bac. Et c'était leur petit truc entre eux, genre super fun, à qui une mention très bien. Sur 45 personnes, 43 personnes lèvent la main. 2 personnes ne lèvent pas la main, mais elles ont mis genre 15, 65, tu vois, genre vraiment à ça de la mention. Mais voilà, c'est leur petit jeu, et quand tu lèves la main, enfin bref, tu vois autour de toi que des gens qui... Vraiment des têtes, et tu le sens tous les jours, et je sais pas, enfin c'est différent, et... Il n'y a pas une entraide... Absolument pas, c'était la compétition, et puis ça parlait que des cours tout le temps. À la cantine, je les entendais parler de philo, moi j'avais juste envie de vomir quand j'entendais la philo, vraiment, je détestais cette matière en plus. Non, vraiment, c'était pas d'entraide. En tout cas, moi, j'en ai pas ressenti. J'ai ressenti que certains entre eux s'entraidaient, ceux qui se connaissaient déjà, ou ceux qui avaient tissé des liens, mais pas du tout avec moi. Donc, ouais, non. Ok. Voilà. Du coup, t'as voulu faire autre chose. Ouais. Ta famille, elle a rien dit de particulier? Il a fallu que je trouve quelque chose. Ouais. Donc, mais alors que l'année avait déjà commencé. Ouais, elle avait commencé. Mais ce qui est bien en soi, c'est que l'année en prépa commence très 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 tôt. Commence tout début septembre en fait, enfin comme en primaire ou collège, je pense. Et du coup, enfin même au lycée, bref. Et en fait, donc j'ai pu faire 2 semaines en septembre. Et en fait, le 15 septembre, j'ai arrêté la prépa, mais les cours, enfin pas le 15 exactement, mais bon, on va dire en fait fin septembre,
Donc en fait, je n'avais rien manqué. C'est juste que le temps que, en fait, moi, je décide de quitter la prépa, que j'aille voir le CPE qui me donne des liens et des contacts de qui contacter, etc., que je me déplace dans les universités que je voulais pour demander si c'était encore possible de s'inscrire, parce que, en fait, c'est en plus, que je me déplace, etc., ça m'a pris une bonne semaine encore, donc ça veut dire qu'il y a eu 2 semaines de prépa, une semaine de, je sais pas trop, le flou, et je m'inscris à la fin de la semaine, et ensuite, la semaine d'après, je suis arrivée, et en fait, j'avais manqué une semaine de cours à la fac, et après, je suis arrivée à la fac, et c'était bon. Justement, je voulais savoir, pour finaliser un peu sur ce passage-là de ta prépa, est-ce qu'aujourd'hui, si tu y retournerais, tu serais plus apte à le faire ou pas? Aujourd'hui, la Mélissa d'aujourd'hui? Ouais. Si je le referais maintenant, c'est une question difficile, en fait, je sais pas. Je pense que mentalement, j'aurais plus de chances de le faire. Même si en fait il y a plein de choses qui moi déjà que j'aime vraiment pas, les oraux ça me stresse, et d'en avoir toutes les semaines, bon évidemment après peut-être au bout d'un moment tu t'y habitues et t'as plus autant de stress, mais ça déjà dès le début ça me stressait, des cours extrêmement difficiles, en prépa tu te manges des 3 tout le temps, toute l'année. C'est horrible, tu sais même pas si tu vas passer à l'année suivante, parce que, après, oui, bon, la plupart des gens, c'est comme ça pour la plupart des gens, il n'y a pas des 3 et des 17, et voilà, bon, ça arrive, mais c'est quand même très rare. La plupart des gens, quand même, se prennent des notes très très sales, et donc ça, je sais que ça m'aurait beaucoup découragée. Donc je pense que, non, flemme, hein. Vraiment, je l'aurais pas fait. Mais alors du coup, est-ce que la fille qui t'a informé, qui t'a conseillé, est-ce que finalement elle t'a bien conseillé? Ou est-ce que c'est toi qui l'as perçu mal? Je dirais pas que je l'ai mal perçu ou qu'elle m'a bien conseillé ou pas, c'est juste qu'en fait elle m'a vraiment raconté son expérience, et déjà je pense que ça change beaucoup selon la prépa où tu es. Parce que je connais des gens qui sont partis en prépa dans le lycée qui était aussi dans ma ville, et il me semble que ça s'est beaucoup mieux passé. Il y avait beaucoup moins de pression déjà, parce que ça fait pas partie genre des top prépa et tout, donc déjà il y a un peu moins de pression, puis les gens viennent de la même ville, etc. la plupart du temps, donc tu vois, des fois tu rencontres des gens que tu connais déjà. Je sais qu'il y a 2-3 personnes de ma classe en terminale qui sont allées dans cette prépa là, donc elles se connaissaient déjà, tu vois, donc ça fait déjà un peu un lien, c'est un soutien émotionnel. Donc je pense même pas que cette fille s'est trompée ou quoi, c'est vraiment juste c'est différent. Franchement, ça dépend vraiment de chaque prépa, et je suis peut-être juste tombée sur la connasse de prof d'histoire de l'art. On lui fait pas un bisou, et là vraiment pas. Peut-être. Donc t'es partie après en lettres modernes, en licence de lettres modernes. Est-ce que à ce moment-là, tu arrêtes l'idée de l'école du Louvre? Ouais. À ce moment-là, je me suis dit c'est déjà trop. Je me suis dit, là, l'histoire de l'art, je me suis pris une claque, mais tellement phénoménale. Je me suis dit, mais en fait, non. Du coup, je suis partie en lettres, Ok. Et alors, mentalement, comment ça... c'était... Quand t'as rayé de l'école du Louvre, mentalement, c'était ok pour toi? En fait, je pense que ça m'a fait vraiment mal, et c'est pour ça que j'ai mis 2 semaines en fait à quitter la prépa, alors que je savais dès le premier jour que je ne voulais pas rester là-bas, mais je m'accrochais en fait vraiment à cet espoir d'histoire de l'art, puis ensuite même s'il n'y a pas d'histoire de l'art, peut-être que la prépa quand même ça va m'apprendre des choses, et puis finalement non. Donc en fait j'ai fait toutes les étapes du deuil à ce moment-là, puis au moment où je suis arrivée en fac, et puis à la fac après j'ai juste été genre dans le flow, et puis après j'ai Donc gros soulagement en termes de fac, quand même. Ouais, quand même, hein, vraiment, c'est 2 mondes complètement différents. Même si je n'ai fait que 2 semaines, j'appuie dessus, mais vraiment, c'est... Pour comparer des gens qui ont fait un semestre, ou qui ont fait une année, même les 2 années, qui après sont arrivés en licence, j'ai pu parler avec des gens dont c'était le cas. Franchement, à chaque fois, tu te dis, mais quel soulagement, tu respires enfin, tu peux avoir une vie sociale, etc. Bon, c'était pas mon cas, mais... Techniquement, tu peux avoir une vie sociale, etc. Tu as le temps d'approfondir tes cours si t'en as envie. Et puis, t'as pas la pression il faut être le meilleur pour passer les concours. Parce que je rappelle qu'en prépa, c'était vraiment ça. Tous les jours, on te rabâchait qu'il fallait avoir les meilleures notes possibles pour les concours. Faut être pris. Il y a que 100 places. Il faut faire partie de ces 100 personnes, en fait. À ce moment-là, tu te poses à la fac. Petit relâchement et tout. Mais est-ce que t'avais quand même réfléchi à un truc après où tu t'es dit, vas-y, je me pose, je me calme et je vois ce qui se passe? Ouais, pour les premiers
premiers mois, c'était comme ça, le temps de m'habituer aussi à la fac, parce que c'est un système différent. Parce qu'en soi, la prépa, c'est très... Tout est condensé, mais ça reste un peu le même système que le lycée. T'es très accompagné, tu as des profs tout le temps, t'es dans la même salle, enfin la plupart du temps, enfin vraiment, il y a quand même de grosses similarités. Et donc à la fac, bon, il y a voilà, les cours en petits groupes, ce qu'on appelle les travaux dirigés, et les cours en amphi. Bon, ça a déjà été expliqué dans les autres podcasts, mais bon, vous voilà. Écouterez les autres. Vous écouterez les autres. Mais donc voilà, les cours magistraux en amphithéâtre avec beaucoup plus de monde généralement. Et donc voilà, c'est des systèmes différents. Puis après, l'emploi du temps est quand même bien plus léger, donc il faut s'adapter à ça. Et donc après ça, pour venir à ta question, donc quelques mois de bon, on se calme. Et ensuite, après, j'ai commencé et autour de moi, on m'a dit, mais donc ok, t'es en licence de lettres, qu'est-ce que tu fais après? Là, j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit, bon, les lettres, dans tous les cas, m'ont toujours intéressée. C'est pour ça que j'ai fait littéraire, etc. C'était pas un souci, mais je me suis dit, bon, j'ai commencé à réfléchir. J'avais un cours qui s'appelait projet professionnel au 2e semestre de la L1. Okay. La première année, et en fait c'était l'occasion pour nous de découvrir des métiers qu'on pouvait accéder avec une licence. Et donc du coup en fait le but c'était de monter un dossier avec l'expérience de professionnels du métier que tu as choisi, de les interviewer et ensuite d'en parler, de faire des recherches, etc. Ouais. Et moi j'avais choisi le métier d'éditeur, éditrice. Après ça, je me dis franchement, éditeur, c'est pas mal, ça m'intéresse bien. Bon, après, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc en fait, pour ce dossier-là, je n'ai même pas pu interviewer de vrais éditeurs parce qu'en fait, j'ai essayé de les contacter, mais je sais pas, c'était mort, donc ça non. Mais voilà, éditeur. Puis après, la 2e année, c'était plutôt prof, jusqu'à ce que je réalise le nombre, enfin la quantité de travail que ça demande. Prof, et je savais que si je voulais faire prof, ça serait prof à la fac et uniquement à la fac. Je ne voulais pas être en collège ou lycée parce que je me disais que j'avais envie vraiment d'être dans un cadre stimulant de ce que j'ai pu constater à la fac, même pour les cours en amphithéâtre où on a un prof qui est devant 500 personnes et qui récite son cours avec son PowerPoint de temps en temps si t'as de la chance, et après c'est tout, lui il a fait son heure ou ses 2 heures et après c'est fini. Je sais pas, il y avait quand même une sorte d'émulsion intellectuelle de gens qui sont là parce que, bon, la plupart quand même, bon, en lettres, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas été pris ailleurs, mais quand même des gens qui veulent être là et donc qui viennent voir après les profs et qui ont vraiment une sorte de... Enfin, moi, ça n'a jamais été mon cas, j'ai jamais allé voir les profs, mais je me disais que voilà, ça avait l'air intéressant. Et puis, je sais pas, je trouvais les cours bien plus stimulants, bien plus précis. Parce que les cours en fac de lettres, évidemment, tu te spécialises, tu fais pas des lettres, c'est extrêmement large. Donc c'était très spécifique et ça m'a plu. Et c'est quoi les matières du coup là-dedans ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors les matières, en tout cas je vais parler pour la licence que j'ai faite moi dans mon université. Je sais que chaque licence de lettres est différente. La part de lettres au sens de langue, la langue française, ou au sens de la littérature, c'est différent. Cette licence est rattachée à 2 UFR. C'est genre les grandes maisons un peu de l'université. Et en fait, généralement, ta licence est rattachée à une seule UFR. La mienne est rattachée à 2 UFR parce qu'en fait, c'est un peu un mélange des deux. Et donc, dans ce qui est plutôt langue française, c'est tout ce que tu vas avoir de la phonétique, de la grammaire, de l'ancien français. Ouais. Dans ce qui est littérature, c'est littérature, ça peut être j'ai des noms de cours comme ça, écrire et penser la fiction. J'avais aussi de l'histoire littéraire, j'avais de la littérature littérature des tel siècle à tel siècle, de littérature classique, plein de siècles différents. Et donc c'est un peu les cours que tu peux avoir dans cette licence-là. La licence, j'ai pas dit où j'étais, donc la licence de lettres modernes à Sorbonne Université, donc Paris 4. Il y a aussi lettres classiques, il y en a plein d'autres, on a un peu mélangé aussi de temps en temps. Il y a une licence en plus qui ressemble à ça, qui fait... c'est une licence LEMA, lettres, édition médias audiovisuels. Et donc en vrai, même nos profs nous disent c'est une licence de lettres, mais de temps en temps ils ont un cours de journalisme, de temps en temps ils ont un cours de ça, et bon ils ont fait un autre truc, mais en vrai c'est des lettres, faut pas se mentir. Et donc voilà, on a des cours de ça, et c'est ça pendant les 3 ans. Après évidemment t'as des options, t'as des langues, donc t'as des cours d'anglais, mais d'anglais littéraire. Anglais ou d'autres langues, il y a plein de langues qui sont proposées à l'université, de l'hébreu, des langues vraiment... Mais ça c'est trop bien. Ça c'est vraiment bien, franchement c'est bien en option, tu peux faire du sport, il y a plein de trucs. Mais du coup voilà, les cours c'est ça. Ce qui n'est pas une langue a priori. Non, c'est pas une langue, mais dans les options. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre les années ?
Première année, deuxième année, troisième année. Exactement, genre, est-ce qu'il y a des changements dans les matières, dans la façon de procéder, des stages à faire peut-être? Alors, je réponds directement au stage, non, il n'y en a pas. C'est pas obligatoire. Tu peux en faire, il y a toujours une convention que tu peux choper quelque part, faire ton stage, le faire valider, gagner quelques points sur ta moyenne, c'est possible. Mais on t'encourage pas particulièrement à le faire. T'as pas besoin de gagner des points sur la moyenne, toi t'es trop fort. Oh, tu me fais rougir. Ouais, non, ça non. Donc stage, ça c'était pas obligatoire ou quoi que ce soit. Ensuite, après, niveau des trucs, donc c'était toujours les mêmes méthodes. Faut savoir que c'est vraiment, en fait c'est le système académique français. C'est beaucoup de commentaires de dissertation. T'as des commentaires linéaires. Donc t'as ton texte et tu commentes ligne par ligne ce qui se passe dans ton texte et tu dois trouver les figures de style. Ça fait longtemps, merde, ça fait 1 an que j'en ai pas fait, j'ai oublié. Mais ouais, les figures de style, les champs lexicaux, etc. pour justement essayer d'analyser ce texte en profondeur. T'as les commentaires composés, donc t'as le texte et il faut faire par thèmes principaux. Et ensuite t'as les dissertations et ça t'as un sujet et là, libre à toi. C'est un peu comme en philosophie, sauf que là c'est en lettres, donc ça va être en rapport avec des œuvres que t'as étudiées. Donc voilà. Ensuite, après, entre les années, alors il y a des cours qui se suivent, techniquement. Par exemple, premier semestre, histoire littéraire 1. Deuxième semestre, histoire littéraire 2. Et 3, 4, 5, 6. Ça, je savais que l'histoire littéraire, je l'avais chaque semestre, il me semble. La troisième année, je suis pas sûre parce que j'étais pas là. Mais les 2 autres, c'était sûr. Après, t'as des cours qui se suivent, t'as des cours qui sont toujours le même intitulé, mais après, tu fais des trucs différents. Donc, écrire, c'est la fiction. Au début, on a parlé des contes médiévaux. Puis ensuite, on a parlé des contes francophones. Puis ensuite, on a parlé... Enfin, voilà, on a fait vraiment un peu de tour de plein de trucs. Ensuite... quel autre cours on avait? Enfin, voilà, après il y avait des cours par exemple littérature classique, ça sera littérature de cette période là, sera à tel semestre, et ensuite ça sera par exemple littérature du siècle qui est après, et ensuite siècle qui est après. Donc ça, il y a quand même une continuité qui est assez claire, je trouve, et dans les cours et les intitulés des cours. Ensuite on va toujours trouver des cours qui un peu redondants des fois, c'est-à-dire que j'avais un cours d'histoire littéraire, mais j'avais aussi un cours histoire littéraire 1, c'était sur le Moyen-Âge et la Renaissance, au premier semestre de première année. Après, par exemple, j'ai eu des cours d'ancien français, et ancien français, c'était au Moyen-Âge, on parlait du Moyen-Âge. Il y a des choses que tu vas revoir forcément tout au long de ton cursus, donc tu sais que ce que tu vois, tu vas forcément le retrouver plus tard, ça c'est sûr. Après, évidemment, des fois, il y a des cours un peu ponctuels, enfin, pas ponctuels, mais de temps en temps comme ça va drop un cours, tu vas l'avoir un semestre, et après, tu vas plus jamais en entendre parler. Donc voilà, franchement, ça dépend. Mais il y a quand même une continuité qui est franchement assez logique, si tu choisis les cours, parce que oui, tu choisis tes cours. Enfin, il y a des cours que tu ne choisis pas, qui sont obligatoires, mais tu choisis tes créneaux. T'as des fois où tu peux choisir entre 3-4 cours différents. Je sais que c'était beaucoup le cas cette dernière année, en 3e année, où tu pouvais choisir justement entre, par exemple... je sais pas envie de dire de bêtises. Attends, je peux retrouver la brochure du truc, ça peut être bien, comme ça. Oui, donc c'est sur des brochures que tu trouves les cours. Oui, l'intitulé des cours et tout est sur les brochures, il y a des brochures chaque année. On un peu les cours ou pas du tout? Non, pas du tout. T'as la brochure, elle sort comme un magazine, elle sort fin août. Ensuite, fin août, tu peux regarder, je sais pas s'il y a les horaires avec, non. D'abord, il y a les brochures qui te disent juste l'intitulé des cours. Ensuite, t'as des fiches avec tous les créneaux possibles, comme ça, une semaine à l'avance, avant les inscriptions pédagogiques, là où tu choisis tes cours, une semaine à l'avance, t'as les créneaux disponibles, comme ça tu peux déjà faire ton emploi du temps. Comme ça, le jour J, tu te connectes et il faut être super rapide, c'est le rush total, et il faut faire ton emploi du temps comme tu l'as imaginé. En tout cas, dans ma fac, dans cette licence-là, donc à la Sorbonne Université, t'as 3 options que tu peux choisir. Donc la première, je vais dire... En fait, c'est des sortes de spécialités, tu te spécialises pas... Spécialise, c'est un grand mot, parce que dans tous les cas, tu vas faire des lettres, la plupart... Franchement, 3/4 de tes cours, ce sera les mêmes, mais il y aura un cours à chaque fois, 1 ou 2 cours à chaque fois qui vont changer selon l'option que tu as prise. Donc par exemple, t'auras, en fait, et quand on s'inscrit chaque année, on te demande si tu veux quelle option tu veux faire. Tu peux changer d'option entre les années. Si tu fais l'option A, t'aimes pas, tu fais l'option B l'année prochaine, enfin c'est toi qui vois. Mais du coup, moi j'ai choisi toujours d'être en option B. Mais donc les 3, c'est option A, si ça n'a pas changé en tout cas, littérature et langue française. Option B, culture et création littéraire. Option C, littérature générale et comparée. Okay. Et ensuite, je crois que peut-être en 3e année, il y avait une option D pour ceux qui visaient l'enseignement ou un truc du genre. Je crois que c'est soit une 4e option, soit c'est la option C qui change ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûre parce que bon, en 3e année, j'étais pas là. Mais voilà. Et donc après, t'as des cours, t'es obligé de prendre ça. Et après, t'as des cours, voilà, ce cours-là, okay. UE1. Littérature classique, tu es obligé. Ensuite, UE2 pareil, UE3, on te dit latin et un cours au choix entre 3.
différents. Ok. Et ensuite, toi, tu choisis en fonction de ce qui t'arrange dans tes créneaux et de ce qui t'arrange dans ce que tu veux. En tout cas, vous avez comme un espèce de tableau Excel où vous choisissez. Ouais, c'est ça. Et pour toutes chaque les option, c'est ça, pour chaque option. Après, t'as un petit descriptif, donc. De ce que vous allez faire. Voilà, des livres aussi. Dont ça va parler. Ouais, Okay, des livres qu'il faut à lire. acheter. Ah, mais ça, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Ok. Ça dépend des cours, mais j'ai eu un cours où j'avais 6 livres pour un seul cours. Tu peux avoir un seul livre pour un seul cours pour tout le semestre, tu peux en avoir 6 pour un semestre, dans un seul cours évidemment. Donc enfin, il faut compter le budget livre. Ah, faut compter le budget livre, hein. Vraiment. Après bon, Gilbert Jeune était mon ami à l'époque quand ça existait encore. L'occasion. Ouais. C'est vrai que ça n'existe plus. Ok. Voilà. Et du coup, comment on fait pour passer à l'année d'après? Il y a des partiels, il y a des oraux, comment ça se passe? Ouais, t'as des partiels. Alors, une chance incroyable, dans ma licence, on n'a pas beaucoup de partiels. C'est beaucoup de contrôle continu. Les matières mixtes. C'est donc voilà DM et DST pendant le semestre plus un examen à la fin du semestre. L'examen, on va prendre ta note d'examen et ta note de contrôle continu. Si ta note d'examen est supérieure, on va regarder que ta note d'examen. Si ta note d'examen est inférieure à ta note de contrôle continu, on va faire une moyenne des deux et ça va te faire ta moyenne de cette matière-là. D'accord. Ensuite, j'ai l'impression que tu m'as expliqué un truc archi compliqué. Non, mais attends. Ça va. Non, mais attends, parce que ça, c'est juste ça. Et en fait, entre chaque... Donc ça, c'est des matières. Mais les matières, des fois, une matière égale une UE, c'est unité d'enseignement. Trop de noms. Mais du coup, des fois, une matière, une UE. Donc ça, c'est bon. Si tu l'as validé, c'est bon. Tu as validé cette UE-là. Et en fait, il y a des UE où on a 2 matières. Si tu en as validé une, mais pas l'autre, mais que les 2 notes en tout font 10, tu as validé l'UE. Okay. Ensuite, tu fais ça pour chaque UE. Et tu vois si tu as validé donc toute l'année ou pas. Passer en 0,5 en termes d'écoute, ça devrait le faire, hein, je pense. Hein. Voilà. Et ensuite, après ça, c'est le semestre. Puis après, il y a l'année. Les 2 semestres se compensent entre eux. Donc si par exemple, quelqu'un a eu 9 au premier semestre, 11 au deuxième semestre, en tout ça fait 10, tu passes. Si tu as eu 10 et ensuite 9, tu passes pas. L'année. Il faudra faire des rattrapages pour les matières où tu n'as pas eu la moyenne dans le deuxième semestre où tu n'as pas eu la moyenne. Et en fait, tout essaie de se compenser. Et ensuite, après, pour passer du coup à l'année d'après, tu dois soit avoir, en tout cas pour la première année, soit tu valides tes 2 semestres et t'es bien, tranquille. Après, tu valides, c'est bon, tu es tranquille, plus besoin d'en parler. Et tu passes à l'année d'après, tu n'auras pas de cours à reprendre en plus. Mais si tu n'as pas validé tous tes cours, même après rattrapage, tu peux passer ce qu'on appelle en AJAC. Alors je ne sais pas exactement de quel acronyme c'est, à quoi ça correspond. Oui. Mais c'est-à-dire que tu peux passer en 2e année, mais en plus de tes cours de 2e année, deuxième année, premier semestre, tu vas avoir des cours en plus. Des cours que tu n'avais pas validés en première année. Et donc ça veut dire que ton emploi du temps évidemment sera plus chargé, des fois il y aura des clashs d'emploi du temps, ça c'est compliqué, il faut gérer ça, donc ça c'est pour ça que aussi c'est... Faire des sacrifices. Faire des sacrifices, beaucoup de gens le font, les CM ils passent vite à la trappe hein, visiblement, parce que généralement l'absence n'est pas comptabilisée en CM. Trop de monde, cours magistraux. Parce qu'il y a trop de monde, quand t'as un amphi rempli de 500 personnes, tu peux pas faire passer une feuille d'émargement, c'est beaucoup trop long. En TD, par contre, ça c'est obligatoire. Techniquement, les 2 sont obligatoires, mais bon, les CM, on sait très bien qu'au bout de 2 semaines, il n'y a plus personne. Tu vas beaucoup cours magistraux, toi? Non, moi j'en ai. Je te mets dans la sauce si ta mère l'écoute, tu vois. Non, moi j'ai assidu, vraiment assidu, j'en ai raté 2-3 quand vraiment le prof répétait des choses que j'avais déjà vues avant, ça ne servait à rien, j'avais d'autres cours à faire, j'avais d'autres choses à préparer. Donc je partais, mais la plupart franchement j'étais là. Je disais pas que j'étais tout le temps très très attentive, mais j'étais là en tout cas. À la fin de cette licence, il y a quoi comme potentiel débouché? Je parle pas forcément de toi, mais que peuvent faire les gens? Alors les gens, tu sais quoi, je vais aller sur le site directement de la fac, comme ça je vais te sortir exactement ce qu'ils te disent pour te dire si c'est à peu près faisable. Mais en soi, bon, il y a le classique, l'enseignement. C'est ce qu'on m'a dit à chaque fois que je me présentais et je disais que j'étais en licence de lettres. On m'a dit ça sent l'enseignement. Non, en tout cas pas pour moi, je l'espère. J'espère, on sait jamais, mais ne jamais dire jamais, mais bon, pour l'instant c'est pas ce que... T'en as parlé en 2e année, non? En 2e année, mais j'ai abandonné cette idée aussi. En 2e année, ça s'est vraiment complexifié en termes de devoirs. J'ai eu des cours qui étaient très 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 lourds et qui demandaient des devoirs tellement long. Enfin, en première année, franchement, en plus, j'ai eu de la chance. Donc, premier semestre, tu vois, c'est le premier semestre, on te met en confiance, tout va bien. Deuxième semestre, on a eu le Covid. Et le début du Covid, quand tout le monde était en panique, personne ne savait quoi faire. Donc, en fait, je me suis retrouvée, je devais avoir des partiels, j'en ai eu aucun. Finalement, même en contrôle continu, j'ai peut-être eu une seule note dans le semestre dans quelques matières. Donc, j'ai validé quand même, heureusement. Mais en fait, j'ai pas eu de vraie expérience de travaux à rendre. Deuxième année, même si t'es en distanciel, les profs,
étaient parés. Ils étaient vénères. Ah, ils étaient bien vénères. Surtout une, je me souviens d'elle, je m'en souviendrai d'elle toute ma vie. En plus, je l'avais eu en première année, elle était incroyable. Trop gentille, trop mignonne. Deuxième année, quand je entre dans sa matière, son truc de prédilection, là où elle a fait vraiment ses études, où elle est concentrée dessus. Carrément. Alors là. Donc oui, enseignement, ça c'est sûr. Ensuite, édition. Beaucoup de gens vont vers l'édition. Vers tout ce qui est communication aussi, ça se fait. Après, on peut aussi toujours changer de cursus, hein. Ça aussi, évidemment. J'ai pas parlé de réorientation, mais à la fac, en lettres, mais à la fac plus généralement, chaque semestre, il y a une campagne de réorientation. Donc, on t'invite à partir. Okay. Ouais, une campagne, il y a des dates, on te dit alors, si tu veux aller en telle licence, c'est le moment ou jamais. Et donc, du coup, tu peux aller changer de licence comme bon te semble. Et tu peux changer, voilà, avec des équivalences, etc. Bon, c'est toujours mieux d'avoir validé ton semestre quand tu veux partir en plein milieu de l'année, mais bon, tout est possible, franchement. La recherche, beaucoup de recherche, hein, ça veut dire après la licence, c'est un master de recherche, donc c'est de la mémoire, c'est dans les archives, c'est dans ce genre de choses, toujours dans les lettres un peu. Ok, mais du coup, on travaille direct, on va pas en master. Comment ça ? Ce que t'as dit là, c'est des masters ? Oui, ça peut être dans des masters, oui. Tout ça peut être dans des masters. L'édition, c'est master. Après, on peut aller en école pour faire ça aussi. Il y a des gens qui partent en école, université, il y a sûrement d'autres trucs, mais là, je les ai pas avec moi. Mais ouais. En troisième année, t'es parti en Écosse, grâce à Erasmus. Ouais. C'était quoi le but là-bas, au bout de ta troisième année ? Qu'est-ce que tu voulais faire là-bas ? Alors, je voulais quitter la France. Vraiment, objectif principal, quitter Paris. Après 1 an et demi en distanciel, j'en avais marre. Je voulais partir, je voulais voir autre chose que ma chambre. Donc, j'ai... Du coup, t'avais une chambre en Écosse, quoi. Super, j'avais une chambre en Écosse et j'avais des cours en distanciel. Il y a eu le Covid là-bas aussi, donc... Oui, mais franchement, c'était pas trop... C'était cette année, donc ça va, c'était déjà mieux que les années précédentes. Du coup, ce qui m'a motivée surtout, c'était de partir. Je savais que je voulais partir à l'étranger, pas forcément 1 an, mais partir. Au début, je voulais aller en Italie. Okay. Parce que l'Italie, c'est un pays qui m'intéresse énormément. Et je voulais aller là-bas, mais en fait, vu que l'italien est une langue qui est proposée à l'université, j'aurais dû avoir des cours entièrement en italien. Et mon niveau d'italien n'est pas... Muy bueno. Muy bueno, hein. Voilà, il est pas bon, hein. C'est pas du tout c'est pas l'italien en plus. C'est pas du tout ça, c'est que du Kinder, a priori. Hein. Exactement. Rien d'autre en termes de langue, hein, je crois. Non, l'italien, je n'ai absolument pas le niveau, donc j'ai dû me rabattre sur la seule langue que je maîtrise assez pour avoir des cours... dedans, donc l'anglais. J'ai regardé tout ce qui était possible. Quelles étaient les propositions, ce qu'on pouvait voir. Et donc en Écosse, toi t'es allé apprendre le français entre guillemets, t'as fait une licence de lettres modernes en français en Écosse. Explique-nous tout ça. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que quand tu pars en échange, dans ma fac en tout cas c'est comme ça, j'ai été en Écosse, j'ai été à l'université de Glasgow. Et là-bas, comment l'échange fonctionne, il faut prendre au minimum 2/3 de tes cours dans les matières et dans ce que tu fais dans ton université, à toi. Donc j'ai dû prendre 2/3 de mes cours dans la littérature en général. Et ensuite, j'ai eu 1/3 de je fais ce que je veux. Je prends n'importe quel cours, et ça a été validé par ma fac dans tous les cas, par les 2 facs du coup. Et donc voilà. Et donc j'ai choisi, j'avais le choix entre plusieurs cours, des cours de littérature française. Évidemment dispensés en anglais parce que voilà ils sont pas forcément bilingues, les profs ne sont pas forcément bilingues, mais voilà. Et donc littérature française, donc on étudie des textes qui sont en français mais on les étudie en anglais, et les devoirs il faut les rendre en anglais aussi. Ensuite j'avais donc ça, je pouvais faire aussi de la littérature anglaise, de la littérature comparée, et c'était ça. Ça, c'était les cours dans lesquels je pouvais prendre, et je pouvais prendre les plus hauts niveaux, parce qu'il y a des niveaux, du coup, qui ne correspondent pas exactement au niveau qu'on a en France. Parce que la licence en France, c'est 3 ans, et dans le système anglo-saxon, c'est 4 ans. Donc, c'est 4, t'avais des niveaux, un niveau 1, 2, 3, 4. Et vu que moi, je suis en dernière année, mais en France, donc c'est la 3e, mais là-bas, 3e, c'est pas la dernière. Du coup, je pouvais prendre des cours entre 2, 3, 4. J'ai choisi 2, 3, 4, ils ont été à peu près sympas. Ça dépendait des cours. Par exemple, en littérature française, évidemment... Ouais, tu prenais la 4. Tu prenais 4. Enfin, pas forcément. Moi, j'ai pris 4, mais ma coloc, qui aussi venait de la Sorbonne, qui avait fait aussi une licence de lettres, a choisi des cours niveau 3, voire 2, ça dépendait. Donc, franchement, ça dépendait. Tant que c'était validé par les universités, ça, c'était bon. Donc, du coup, voilà. Moi, j'ai pris 2 cours, en tout cas. J'ai pris 2 cours qui étaient de littérature française.
française. Ensuite, j'ai pris des cours qui étaient de littérature comparée, donc c'était juste de la littérature en général. Au premier semestre, j'avais 4 cours. J'avais un cours qu'on appelait Intercultural Readings, lecture interculturelle. J'avais tout compris, bien sûr. Ensuite, j'avais un cours, donc ça c'était un cours qui était que pour un semestre. J'avais un cours d'histoire de l'art, c'est mon cours en plus, le tiers qui ne devait pas forcément être de ma formation initiale. Encore c'est l'histoire de l'art. Qui justement, alors l'histoire de l'art, je me suis dit justement en regardant l'offre de formation que proposait l'université de Glasgow, qui est énorme, vraiment comparé à la France, c'est énorme. Et pourtant, Sorbonne Université est quand même une très grande université qui propose beaucoup de cursus différents. Mais vraiment, j'ai vu des cours qui avaient l'air extrêmement intéressants. J'ai fini avec des cours qui n'étaient pas du tout ceux que je voulais au départ. Parce que finalement, ils ont été rejetés. Finalement, certains ont été supprimés entre-temps. D'autres, ils considéraient que je n'avais pas le niveau. Enfin bon, ça dépendait. Et d'autres, je les ai commencés, finalement je n'ai pas aimé, donc j'ai dû changer encore. Mais bon, donc voilà, histoire de l'art et ça. Et ensuite j'avais 2 autres cours que j'ai eu toute l'année, les 2 semestres. Donc c'était un cours Writing the Visual, c'était vraiment sur le rapport entre le texte et l'image. Et après j'ai eu un cours de... Alors le titre est long, j'ai un doute sur comment on prononce le premier mot. Satire and Subversion in Medieval French Literature. Donc c'est Medieval French, toujours La satire. La satire et... Ouais, la satire, ouais. C'est le même mot, c'est pour ça que j'ai... voyez ma galère, quoi. Tous les jours. Ouais. Donc en fait, ouais, c'est de la littérature du Moyen-Âge, principalement, et comment, en fait, c'était un peu ironique, satirique, tout ça. Okay. Donc le Moyen-Âge, ah oui, il faut préciser, je vous préviens, pour ceux qui considèrent la licence lettres modernes, vous allez en baver avec le Moyen-Âge. Chaque semestre, vous allez entendre parler du moderne, et pourtant ce n'est que du Moyen-Âge. Ah, moderne parce que c'est Moyen-Âge. Classique, si tu fais lettres classiques, c'est latin et grec. Ok. C'est pour ça que c'est la différence entre moderne et classique. Mais ouais, du coup, Moyen-Âge, vous allez en Guillaume baver. Musso. Non. Très déçu. Eh ben non. Non. Je ne m'y reprendrai pas. Mais du coup, voilà, donc ça c'est les cours du premier semestre. Et ensuite, du coup, deuxième semestre, c'était les 2 mêmes cours que j'avais à l'année. Histoire de l'art, j'ai continué. Et j'ai eu un autre cours de... Alors, The Brothers Grimm and the European Fairy Tale. Les frères Grimm et les contes de fées de l'Europe. C'est ça, exactement. Allez, bam. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a Bilingue. Oui, very bilingual. Very bilingual. Et ouais, du coup, j'ai pris ça. Et donc voilà, donc il y avait des cours qui étaient... avec des textes, on se basait sur des textes en français et d'autres en anglais, et puis après de l'histoire de l'art, voilà. Ok. Donc c'était très bien. Ce truc. Comment tu t'es adapté là-bas ? Voilà, ça a dû changer, c'était drastique et tout. C'était comment du coup ? Alors, c'était très compliqué. C'était très compliqué. En fait, l'année d'avant, mon objectif, c'était d'aller en Erasmus. Enfin, à partir du moment où j'ai fait les candidatures, et puis même toute la période de doute, parce qu'il y a eu le Brexit en plein milieu. Et j'ai failli ne pas y aller, parce que Brexit, le Royaume-Uni sort de l'Europe, donc partir en Écosse, qui fait partie du Royaume-Uni, donc plus de ça. Il faut un passeport. Il faut un visa. Il faut un visa que tu payes très cher. Oui, forcément. Ouais, que tu payes 1000 balles si tu restes plus de 6 mois, et donc je suis restée 1 an, j'étais obligée de le payer. Donc pour venir à ta question, c'était compliqué parce que voilà, c'était la première fois que je vivais seule dans le sens sans mes parents, dans un pays étranger, avec des gens étrangers. Du coup, j'étais en colocation avec une Française et 3 Asiatiques. Je dis asiatiques parce qu'il y avait différentes nationalités. Et donc, c'était la découverte de tout. C'était la découverte d'un pays étranger, la découverte de vivre seule, d'être indépendante financièrement, la découverte de vivre avec des gens qu'on ne connaît pas, la découverte d'avoir des cours dans une langue. Enfin, voilà, c'était vraiment compliqué, surtout au premier semestre. Disons que franchement j'ai parlé plus français qu'anglais au premier semestre, ça c'est sûr et certain. Et j'étais pas vraiment dans un mood premier semestre même pour des raisons personnelles, j'étais pas vraiment dans un mood où j'avais envie de rencontrer des gens, etc., et de vraiment mettre à profit cet échange qui est
réputée normalement pour voilà, mais non, au premier semestre non. Ensuite deuxième semestre ça allait mieux, je commençais du coup je connaissais déjà la fac, les cours, le système, puis voilà, j'ai rencontré plein de gens et ça c'est vraiment top. Enfin le dernier mois j'ai rencontré des gens. En fait le déclic ça a été je sais pas, ça a été le fait que j'allais rentrer en France, je pense. Enfin, en fait, il y a eu plusieurs petits trucs qui ont fait un gros déclic. On va aller vivre notre putain de vie, c'est ça? Il y avait ça, il y avait le fait que je sortais d'une période de dépression, en fait, carrément. Et donc, après, quand j'ai commencé à aller mieux, je me suis dit, mais en fait, il faut changer, il faut que j'en profite. Enfin, je pars dans 1 mois et demi, il faut que je fasse des choses. Ça a été la fin des cours. Ouais. Ça m'a soulagée énormément, surtout il y avait un cours qui vraiment je me sens que quand j'ai rendu le premier devoir de ce cours-là qui me stressait. En fait, il faut savoir que le système anglo-saxon est très différent du système français et en fait t'as beaucoup moins de cours. J'avais 7 heures de cours par semaine, alors qu'à la fac, même si c'est à la fac en France et que la fac c'est pas l'endroit où t'as le plus de cours, j'en avais au moins une 20aine, donc ça faisait beaucoup et c'était des trous énormes, donc évidemment ça demandait beaucoup de travail individuel, de recherche, de documentation, de préparation des cours, etc. Donc ça c'était différent. Il se trouve que on savait la date des devoirs à rendre en avance. Et à partir du moment où j'avais la date du devoir et j'avais le sujet, je stressais, mais je le faisais pas. Donc du coup, juste je stressais pour stresser. Et donc je me mettais dans des états pas possibles, il faut que je le fasse. Mais il est trop tôt pour le faire et je sais que je n'agis que sous le stress. Donc du coup, il fallait que j'attende vraiment la dernière minute. Ah, ça se traîne en longueur. Donc en fait, au lieu juste de stresser, de me dire il faut que je le fasse, le faire et après c'était fini, non, je stressais pendant 3 semaines, puis 2 jours avant je m'y mettais, pendant 2 jours c'était la merde, je dormais pas, pendant 2 jours non-stop je bouffais des livres, de la documentation parce que il faut énormément de documentation quand tu fais là-bas parce que on te demande pas la même chose en France. J'ai expliqué un peu les commentaires, tout ça, là-bas non, là-bas on te demande des essais, en tout cas à Glasgow c'est comme ça, des essais et en fait tu as un sujet qui la plupart du temps, en tout cas pour les lettres, les littératures, se rapporte à des livres que tu as lus ou que tu devais lire, enfin voilà pour le cours. Et en fait, donc on t'a ce sujet et on va te poser une question ouverte. En fait, on va te demander ton avis, mais pas juste ton avis et tu racontes ta vie et c'est tout. Non, ton avis, mais argumenté avec des sources de gens qui ont écrit des articles, des livres, etc. Des gens, des universitaires généralement, des gens qui pèsent dans le game. Et tu dois les citer pour étayer ton propos. Alors qu'en France, non, on te demande pas ton avis du tout, on se sent pas les couilles. En France, on te donne le texte, on te dit explique-le-moi et reste fidèle au texte. En fait, tu ne fais pas tu dérives pas. Alors que là-bas, on te demande bien plus ton raisonnement. At my point of view. Exactly. Exactly. Voilà. Et from my point of view. Et voilà. From my point. Oh ouais, putain. C'est pas in my point of view. Bah non. In my opinion. Ah, in my opinion. In my opinion. Tout est mauvais. 0. Vraiment, c'est pas grave. Et comment t'as financé ça du coup? Est-ce que t'as réussi à avoir une bourse? Comment c'était? Ouais, alors j'ai eu la chance d'avoir 2 bourses. Enfin, j'étais déjà boursière du Crous. Et sur le Crous, enfin, même s'ils me donnaient 100 balles par mois, c'est quand même quelque chose. Moi, je les prends. Ouais. Et ensuite, j'ai eu 2 autres bourses. Donc, il y a une bourse Erasmus qui est allouée à tous les gens qui partent en Erasmus normalement. Okay. En tout cas à la fac c'est ça, je sais pas pour les écoles, mais pour la fac t'es obligé d'avoir au moins cette bourse Erasmus et elle est calculée en fonction de la qualité de vie et du coût de la vie dans le pays dans lequel tu vas. Évidemment le Royaume-Uni c'est très cher donc ils le savent et j'ai eu le maximum de ce qui était possible. Trop bien. Donc je sais pas si tu veux des chiffres ou quoi mais tu peux donner comme ça les gens le sauront mais en gros c'était si ça en plus les calculs je suis même pas trop sûre mais c'est à peu près 350. Ouais, 350 par mois et c'est maximum par mois que tu fais et du coup c'est maximum 9 mois. D'accord. De toute façon, 1 an en fait ça correspond à 9 mois parce que ils comptent le départ cours, et tout et vraiment que les paires de cours donc ça fait 9 mois. Et ensuite du coup j'ai eu celle-là et j'en ai une autre, j'ai eu la chance d'avoir aussi celle-là. C'est une autre il fallait évidemment dans tous les cas pour les deux il fallait faire des dossiers. C'est sûr, mais celle-là c'était quelque chose en plus, c'était pas sûr qu'on nous la loue. Déjà même l'Erasmus on devait pas l'avoir parce que avec le Brexit, normalement plus d'Erasmus et plus de bourses. Okay. Mais vu qu'il y a eu 2 ans de Covid avant nous et que pendant 2 ans les gens n'ont pas pu partir, ou alors ils étaient revenus etc. Donc en fait il restait des fonds et en fait on a gratté les fonds qui restaient. Donc du coup on a réussi. Donc là il y a plus rien, c'est rendu aux gens. En fait cette année c'est t'as tout accès. 2022-2023 je crois que c'est la dernière et après pour l'instant on ne sait pas mais pour l'instant c'est la fin.
Ok. Et peut-être que ça va être renouvelé, on n'est pas sûr. Mais pour l'instant, voilà. Donc du coup, j'en ai une autre et celle-là, c'était 400 par mois. Donc à la fin, ça me faisait à peu près 800 par mois et c'était pas assez. Parce que déjà, rien que le... Parce que avec le logement, c'était 750 par mois pour une chambre. Donc... le reste, c'est vite écoulé. Donc après, le reste, oui, c'est vite écoulé. Donc enfin voilà, il faut aller puiser dans les économies, dans le taf d'avant. Et puis voilà. Et est-ce que tu y retournerais pour taffer, toi? Ça te tenterait ou pas? L'Écosse? Ouais. À moins que j'ai une opportunité incroyable, non, pas pour taffer. Vraiment, je me disais que... Plus en vacances. Ouais, en vacances. Repartir, mais pas pour ça. Aujourd'hui, tu es en recherche de master. C'est quoi tes principaux intérêts et options, et tes difficultés aussi à trouver des masters? Alors, les masters, c'est une très très bonne question. Ce qui se passe, c'est que donc, maintenant que ma licence de lettres est finie, enfin elle n'est pas encore validée parce qu'ils sont en train de transcrire mes notes de Glasgow, mais bon, ça c'est encore un autre bordel. L'administration à la fac, un bonheur. Et donc du coup, là, j'ai postulé pour des masters, mais pas de lettres, parce que j'ai envie de changer et de me réorienter un petit peu. Et j'ai, en fait, je me suis dit que finalement, la culture et l'histoire de l'art... toujours là en fait, finalement toujours là après avoir fait après avoir eu 1 an de cours d'histoire de l'art, à l'étranger évidemment, c'était en anglais, etc. C'était le niveau 1 parce que j'ai pas fait de licence d'histoire de l'art pour prétendre au niveau 4 évidemment, mais quand même je sais pas, ça me paraissait logique en fait. Et puis les lettres même, j'avais eu une idée de faire de l'édition, être prof, et prof, vraiment énorme flemme de passer CAPES et agrégation, ça c'est mort, les 2 concours, voilà. Donc voilà, dans le domaine de la culture pour un master, et j'ai postulé dans plein de masters différents, en Ile-de-France et aussi un peu plus largement dans quelques villes de France. Faut savoir qu'il n'y a pas énormément de masters, parce que oui, du coup, mon master à l'université. Encore une fois, je ne veux pas payer et m'endetter pour un truc, surtout quand je suis pas sûre à 100% que ça va me plaire. Donc je veux rester en université, comme ça au moins c'est juste les frais. Enfin oui, c'est juste, en vrai c'est genre 200 plus la CVEC là, donc à peu près 350 balles pour le master. C'est très différent des 6000 qu'on peut voir ailleurs. Ou des 20 000 à Glasgow. Parce que j'ai regardé, le master à Glasgow, pour les étrangers, c'est 20 000. Mais après, les masters là-bas... à ton avis, pourquoi la fac est si belle? C'est grâce à ça. Ils doivent se régaler. Ah, mais ils se régalent, vraiment. Mais ouais, c'est 20 000. Mais après, c'est 1 an. Donc j'ai été rejetée quand même dans pas mal de masters parce que évidemment je n'ai pas fait d'histoire de l'art avant, et les masters qui m'intéressent le plus, donc ce qui est, alors il y avait des intitulés direction de projets ou établissements culturels, projets culturels internationaux, gestion et politique de la culture en Europe, enfin bon, tout ça un peu... Ça, c'est des grands noms, mais bon, voilà, des grands intitulés. Et finalement, donc j'ai été rejetée dans quand même pas mal, faut l'avouer. J'ai été acceptée pour l'instant dans 2 masters, un à Paris 8 et un à Paris-Saclay. D'ailleurs, il faut que je me décide assez vite. Et aussi, donc... je suis encore en attente d'autres résultats. Alors pourquoi justement tu peux pas attendre les autres résultats avant de choisir? Est-ce que tu veux expliquer? Oui, alors en fait, ça dépend évidemment de toutes les universités, ça dépend de tous les masters, mais comment expliquer? Bon, déjà les masters, faut savoir que c'est sur une plateforme qui s'appelle eCandida et non sur Parcoursup. Qui le cru? eCandida, c'est la plateforme, c'est pas forcément pour les masters, ça peut être aussi à partir de la licence 2. En fait, à partir du bac 0, c'est-à-dire juste après le bac, c'est Parcoursup. Quand on passe à bac plus 1, un bac plus 1 validé et valide en Europe, en France. En France. À partir de là, c'est eCandida, donc une autre plateforme, et il faut s'inscrire, il faut refaire tout quanti, et il faut s'inscrire, et en fait c'est pas centralisé comme Parcoursup, il faut le savoir, c'est chaque université a son propre truc, donc il faut que tu refasses ton dossier 40 milliards de fois, répondre à chaque fois aux mêmes questions, où tu habites, où tu vis, quelles sont tes expériences, quelles sont ci, quelles sont ça, donc voilà, c'est très long, beaucoup d'administratifs, et du coup, voilà, pour une master. En fait, donc j'ai été acceptée dans 2 masters, dont celui qui m'intéresse le plus, qui est à Saclay, me demande de m'inscrire avant le 24 juin.
ce qui est au moment où nous tournons dans 6 jours. Exactement. 6 jours. Et en fait, quand je m'inscris, si je suis inscrite, je suis censée renoncer à tous les autres. Techniquement, on peut toujours s'inscrire là et changer d'avis, mais c'est trop d'administratif. Franchement, je préférerais m'en passer. Et le problème étant que je n'ai pas encore les résultats de tous les masters que j'ai demandé, dont ceux qui m'intéressent le plus, qui sont dans Paris. Parce que Paris-Saclay, c'est en banlieue et c'est quand même assez loin de chez moi. En fait, en attendant, je suis un peu bloquée parce que je ne sais pas si je dois accepter ça pour être sûre de sécuriser le master et être sûre d'avoir quelque chose l'année prochaine, ou alors attendre un peu plus, mais pas potentiellement. Rien à voir. Alors, pas potentiellement rien à voir parce que je peux encore avoir l'autre à Paris 8. Eux ne me demandent pas de m'inscrire aussi vite. Je crois que j'ai jusqu'à fin juillet, donc ça laisse quand même plus de temps. Donc du coup, si je décide d'attendre et de ne pas m'inscrire, je n'aurai pas Saclay, ça c'est sûr, parce qu'il n'y aura pas de deuxième session de recrutement, je pense pas. Et déjà que celle-là, je l'ai eue en étant en liste d'attente pendant 1 mois. Revenir, ça va être quand même un peu chiant. Et deuxième session, c'est vraiment pour les 3-4 places qui restent à chaque fois sur des masters à 20 places. Donc je préfère éviter la deuxième session. Principalement, j'ai demandé des masters, mais aussi des licences. Je m'explique. Donc après avoir été recalée de quand même beaucoup de masters, parce que pour le motif principal que je n'ai pas fait assez d'histoire de l'art et que je n'ai pas le niveau requis pour intégrer ces masters qui sont généralement accessibles après une licence d'histoire de l'art, j'ai décidé de postuler quand même pour des licences, mais pas pour la première année, parce que j'ai vraiment une énorme flemme de faire 3 ans encore. Mais grosse flemme, pour intégrer que la licence 3. Donc la 3e année, j'arrive en 3e année, je fais mon année, si je la réussis, j'ai quand même le diplôme qui dit que j'ai ma licence. Donc ça veut dire que j'aurai 2 licences, mais au moins là, sur le papier, j'ai la licence d'histoire de l'art. Donc normalement, il y a quand même peut-être plus de chances qu'ensuite je sois prise dans les masters que je veux, qui sont dans Paris et qui recrutent avec cette licence. Donc voilà. Okay. Et donc j'attends encore ces résultats-là. T'as vraiment plein d'options. J'ai plein d'options, mais j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Et du coup, moi, ma question, parce qu'on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes et tout. Ouais, toujours. Est-ce que finalement, ces doutes, ils sont bénéfiques pour toi ? Et est-ce qu'ils sont plus vecteurs de stress et du coup, ça a un truc négatif sur toi ? Ouais. Ou est-ce qu'au final, tu en retires quand même des trucs positifs ? Je dirais... Alors, sur le moment, c'est très négatif, parce que ça me met dans... Vraiment, c'est un stress continu, c'est des questionnements à répétition, je sais pas quoi faire, je suis partout et nulle part à la fois, je remets en question toute ma vie, est-ce que j'ai pas fait les mauvais choix depuis le lycée, mais après, je pense sur le long terme, je me dis qu'au moins, je sais que maintenant, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. En tout cas de mon parcours. Ouais, sur le long terme, j'essaye de ne pas tant réfléchir, ça dépend. Par exemple, intégrer la licence, je suis allée là où on m'a prise. Parce que après la prépa, la licence, c'était vraiment, pendant une semaine, j'ai dû me déplacer, c'était vraiment au culot. Et excusez-moi, prenez mon licence. C'est ça que tu donnerais en petits tips aux gens ? Genre se déplacer et aller bonsoir. Alors peut-être pas bonsoir, c'est fermé, toc, mais toc toc. Alors c'est pas un tip du tout, parce que franchement j'ai passé des journées à errer dans les couloirs, à avoir tel service, à faire la queue pendant 2 heures pour qu'au final quand j'arrive au guichet on me dise mais en fait c'est pas là, ça doit être là-bas, et faire ça pendant 40 jours. Vous avez le formulaire 400. Non mais c'est ça. Et finalement pour qu'à un moment on me dise mais en fait c'est fini, les inscriptions sont terminées, alors qu'elles ne sont pas terminées, menteuse. Elles ne sont pas terminées, et puis mais de toute façon vu que vous n'avez même pas demandé ce vœu sur Parcoursup, vous ne pouvez pas être accepté. Donc c'est ce que j'ai entendu. Il faut vraiment forcer, et surtout faut forcer. En vrai, ça n'a pas marché. Ce qui a marché, c'est que j'ai eu le bon contact de la bonne personne. Okay. En fait, une fille qui était aussi dans la même prépa que moi, au même lycée, est partie 1 semaine avant moi. Elle est partie en licence de lettres classiques à la Sorbonne. Et du coup, je lui en parlais, et elle m'a expliqué qu'elle aussi, elle avait galéré pour être inscrite, et qu'elle a contacté telle personne. Elle lui a envoyé un mail, elle lui a dit c'est possible, envoie-moi tes documents, prends rendez-vous, et j'ai fait la même chose et j'ai été prise. Donc en fait, vraiment, c'est une question de contact, et c'est peut-être la seule fois dans ma vie où ça a été important, et ça a déterminé le truc. Trop bien. Et comment t'as fait pour te renseigner sur tout ça ?
T'es allé sur Internet. Internet, après, Internet, les brochures des universités, les brochures des parcours proposés. Où est-ce qu'on les trouve, ces brochures d'ailleurs ? Franchement, sur les sites internet, généralement alors ça dépend des sites. Certains sont plus faciles d'accès que d'autres, mais vraiment sur les sites des facs directement. Après, il y a aussi des sites comme l'étudiant, un classique, qui recense beaucoup plus une grande majorité. Il y a aussi un site qui s'appelle Trouver mon master. Je déteste ce site. Je l'ai vu passer, ça. Ouais, Trouver mon master pour qui recense tous les masters. Pourquoi tu le détestes d'ailleurs ? Je le déteste parce qu'en fait, déteste un grand mot évidemment, mais quand en fait t'as des filtres pour du coup trouver des masters et on te demande quelle licence tu as faite. Et quand je mets lettres, on ne me donne que des trucs de lettres. Alors que c'est logique, mais en soi quand tu enlèves ce filtre là et que tu ne mets pas de préférence, tu mets pas de quelle licence tu es issu, et quand tu cherches directement l'intitulé du master, quand tu regardes dans la description, tu peux voir que les licences de lettres aussi sont acceptées. Okay. Mais ça n'avait pas vraiment été référencé. Donc en fait c'est mal fait. C'est pas mal fait, c'est un grand mot, mais bon, il faut dire qu'en fait il faut vraiment chercher plusieurs facteurs, il faut vraiment jouer avec les filtres et avec les noms. Est-ce que c'est pas réalisé par les mêmes gens qu'on fait Parcoursup ? C'est franchement... Mais quelle question ? Je pense bien. Je pose la question. Je pense bien. Très bien, bon, ok. Et du coup, je pense qu'on a bien fait le tour de la formation, hein. Mais maintenant il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat. Il est temps de remplir son CV. Bien, il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage de 3e et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV. Sauf qu'on n'a rien fait, à part 4e sur 5 au concours de pétanque à ton camping à la Fosse-sur-Mer. Alors on est là pour savoir comment toi, tu as rempli ton CV. Est-il fourni ce CV ? Alors, fourni, il est écrit avec la police est grosse. La police est grosse, on connaît. L'interligne. Il faut que ce soit espacé et aéré. Là, c'est bien aéré, on respire bien. Là. On respire bien, comme à la campagne. Donc, qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait des petits jobs ? C'est ça. En fait, j'ai fait des petits jobs principalement, donc du babysitting et de l'aide aux devoirs, du soutien scolaire. J'ai fait ça, franchement, depuis le lycée. Et la fac aussi. J'ai fait ça en même temps que mes études. Et en fait, c'est principalement ça que j'ai fait. Et après, donc, dans le CV, sinon, j'essaye de mettre en avant, mes capacités rédactionnelles, ma maîtrise de l'anglais, ce genre de choses. Mais est-ce que ça te manque pas justement ce petit côté expérience ? Je suis sûr que t'as des potes à côté, tu vois, qui ont déjà du taf ou qu'on commence à avoir stage, alternance et tout. Est-ce que toi, ça te dérange pas ce truc-là ? Si, alors je n'y pensais pas tant que ça quand j'étais encore en licence et que j'étais dedans et que j'étais vraiment concentrée sur avoir mon semestre à chaque fois, etc. Mais c'est vrai que maintenant, arrivé en 3e année et quand on arrive du coup pour les masters et qu'à chaque fois on me demande mon expérience professionnelle et que je ne remplis pas cette section-là parce que je n'ai rien à donner, je n'ai pas d'attestation de stage, d'alternance, absolument rien. Ouais. Du coup, c'est un peu compliqué et je sais que certaines universités m'ont recalé à cause de ça, non pas parce que le niveau d'histoire de l'art n'était pas suffisant, peut-être aussi, mais aussi pour l'expérience, maintenant ça se voit. Et oui, c'est vrai que j'ai des potes qui ont déjà des petits boulots, qui ont fait plusieurs stages, qui ont fait même des gros boulots, qui cherchent des alternances, donc ça c'est vrai que maintenant je commence à réaliser que ça me manque un petit peu, mais comme je l'ai dit plus tôt, en fait, dans ma formation, ça n'a jamais vraiment été mis en avant. On t'en parle jamais. On te dit jamais que tu peux faire un stage, que ça va être... En fait, il faut vraiment chercher par toi-même. Et... Après, bon, je dis ça, j'ai raté la réunion d'information de la toute première année, vu que j'étais encore en prépa à ce moment-là, donc j'ai raté ça et peut-être qu'à ce moment-là on avait tout expliqué et juste c'est de ma faute et je n'y étais pas. Mais même dans le reste de ton cursus, pour les gens qui arrivent après 1 an de prépa ou 1 an d'autre chose et qui arrivent en 2e année, on n'en parle plus. Donc c'est pas quelque chose du tout qui est mis en avant. Si tu le fais, tant mieux pour toi, mais en fait il fallait que tu t'y intéresses par toi-même et il fallait que tu recherches à faire un stage ou quelque chose. Et justement, dans l'expérience, au moment où tu étais à Glasgow, tu m'avais dit je bosserais un peu pour me faire
de l'argent pour m'aider à payer le loyer, tout ça, etc. Pourquoi au final ça s'est pas fait? Pourquoi c'est compliqué de trouver un job à l'étranger comme ça? Alors, trouver un job à l'étranger, je dis pas que c'est particulièrement difficile, c'est juste que, en fait, bon, faut être honnête, je n'ai pas vraiment beaucoup cherché. J'ai cherché, je me sens très bien, j'ai cherché une semaine avant de partir, donc en septembre, et ensuite je ne suis plus jamais repartie sur aucun site. Okay. Et en fait, j'ai un peu abandonné l'idée parce que, je sais pas, j'étais un peu... trop de choses, il y avait trop d'informations en même temps, c'est ça. C'était vraiment un système différent et en fait j'ai voulu vraiment me concentrer sur les cours. Donc je me suis dit, je me concentre sur les cours, l'argent, j'ai de la chance d'avoir des bourses qui couvrent quand même une grande partie de mes dépenses, donc de toute façon je suis pas vraiment quelqu'un qui dépense beaucoup, donc je me disais que le reste allait être payé par mes économies, donc bon, l'importance de trouver du taf pour subvenir à mes besoins, j'avais pas vraiment ça. Je me disais que si j'en trouvais ce serait tant mieux, mais j'ai pas vraiment cherché pour être honnête, même au deuxième semestre quand ça allait un peu mieux, et puis voilà. Mais je sais que par exemple l'université de Glasgow recrute énormément de gens, rien que pour les espaces comme les bibliothèques, etc., pour des gens, on les appelait les helpers, des gens qui aident en fait tout simplement, et tu viens vers eux et tu leur poses des questions et ils vont t'aider à t'orienter, etc. Donc je sais qu'une de mes colocs par exemple faisait ça, elle a fait ça toute l'année, et franchement elle a trouvé assez facilement, ils recrutent tellement, c'est tellement grand que cool. Bon, voilà, c'est possible. Ok. Mais du coup, toi, tu vois comment le marché de l'emploi dans ton milieu futur? Même si c'est encore assez flou, parce que milieu culturel, c'est... très large. C'est énorme, tu vois. Mais est-ce que tu as déjà des petites pistes de ce que tu aurais envie? Envie en termes de métier, tu veux dire, ou peut-être un peu de spécialité? Ouais. Bah moi, je sais que vraiment, les musées, c'est quelque chose qui l'art... peinture, sculpture, architecture, tout ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, est-ce que tu as trouvé justement de l'emploi, des alternances? Alors j'ai cherché, on était déjà en mars, donc je sais pas si c'est le meilleur moment pour chercher, s'il y a le plus d'offres. Si. Ouais. En termes d'alternance, c'est avril-mai, tu vois. Ouais, ok. Bah, du coup, j'ai regardé un petit peu. Des alternances, on avait quelques-unes. Je pense que les places partent quand même assez vite, ça c'est sûr. Les universités qui prennent aussi en alternance dans leur cursus, c'est assez rare. Au moins, en première année, c'est presque impossible. Deuxième année, en tout cas sur Paris, mais on n'a pas tant que ça. Je sais qu'à Aix-en-Provence, ils prennent. Mais du coup, oui, j'ai quand même regardé pour des alternances, j'ai regardé pour des jobs d'été aussi, j'ai regardé pour des jobs à l'année, des petits trucs, par exemple le week-end, un peu à agent d'accueil, etc. D'ailleurs, j'ai postulé, j'ai eu un entretien il y a quelques jours pour ce genre de poste. Donc, c'est possible de trouver. Après, évidemment, j'ai pas... Vu que moi-même, je ne sais pas exactement le métier qui me correspond, je l'ai pas cherché sur Indeed. Offre de trucs. Bah oui, en plus, tu vois. Donc, du coup, juste pour voir, les offres existent. Je pense que après ça marche comme beaucoup de secteurs, avec les relations et avec les bonnes expériences. Et si t'as fait une alternance, forcément, peut-être que t'as plus de chances d'être recruté dans l'entreprise où t'avais fait ton alternance. Et voilà, ça marche un peu comme ça. Eh je crois qu'on a fait le tour de ton CV. Ouais. Non, ça va. J'essaie de le fournir plus l'année prochaine. Il est l'heure d'aller à l'après-travail. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Odès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. L'après-travail, ou l'after-work pour les plus anglo-saxons d'entre nous, ou les écossais d'ailleurs, qui sont avec nous, c'est un moment après la journée où ta pote vient t'embarquer pour boire un verre. T'as pas forcément envie d'y aller, mais bon, t'y vas quand même. C'est pas forcément la meilleure idée. Donc pour commencer cet après-travail, moi je voudrais savoir les points positifs de ta formation. Qu'est-ce que t'as appris là-dedans? Qu'est-ce que tu en retiens de positif? Alors, de mes formations, comme tu as dit, il n'y en a qu'une seule que j'ai vraiment terminée. Ouais. Le positif, c'est quand même très large comme question. Le positif, je dirais que, en tout cas, la fac, bon, c'est pas forcément mon expérience à moi, mais c'est quand même un endroit où c'est assez facile de rencontrer du monde. Donc ça c'est bien pour sociabiliser, quand en plus je venais d'un petit lycée, ça va moyen, mais bon c'était des gens, voilà,
la plupart du temps, enfin je les voyais tous les jours pendant 2 ans, c'est les mêmes personnes. Bon, quand tu sais que ça clique pas forcément, tu vas pas forcer quoi. Alors que voilà, la fac, tous les jours tu rencontres des nouvelles têtes, tu vois toujours des nouvelles personnes, c'est bien plus simple de rencontrer des gens. Après ça peut être aussi un mauvais point parce que voilà, t'as tellement de gens que t'es perdu dans la foule aussi. Mais bon, après, quoi de comme positif, franchement je dirais tout ce qui est la culture que ça m'a apporté, culture générale, évidemment littéraire, parce que bon c'est quand même ma formation, mais même dans plein de sujets annexes, pas forcément littéraires très pur et dur, mais à côté, voilà. Les opportunités de mobilité, donc Erasmus que j'ai pu faire, ça franchement ça c'est un gros point positif. Bon, je t'aurais pas dit ça il y a 6 mois mais là maintenant que je suis revenue, que voilà j'ai eu le temps de gérer tout ce qui s'est passé, machin, d'avoir des bonnes expériences à la fin, de rencontrer des gens et tout, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a des moments marquants dans ta formation et tout qui t'ont rendu fier, ou alors tu t'es dit bah ça, ce moment là je l'oublierai jamais, tu vois, t'arrives en Écosse, tu vois, le monstre du Loch Ness, tu vois, et tu fais putain, à ce moment là je l'oublierai jamais, c'est dommage que j'ai plus de batterie sur mon téléphone bizarre, pour prendre des photos. Alors bon, déjà l'anecdote de la prépa, ça c'est sûr et certain que je n'oublierai jamais. Bon. Mais ça t'a rendu fier? Non, pas fier, mais ça c'est sûr que je n'oublierai jamais. Ensuite fier, je pense quand je recevais mes notes de Glasgow. Enfin, de certains trucs, bon, pas tous, hein, évidemment. J'avais une prof, on m'a pas parlé d'elle, hein, qui remet en question mon niveau d'anglais. Alors, je dis pas que j'ai le meilleur niveau d'anglais possible, évidemment que non. On a pu voir qu'il était au-dessus du mien. Ce qui est très très dur, j'en conçois. Ouais. Franchement, de recevoir des notes, genre des bonnes notes d'un devoir que t'as fait dans une langue étrangère qui n'est pas ta langue maternelle, avec un sujet qui n'était pas du tout un truc que t'as choisi et qui t'intéresse particulièrement, loin de là, avec des méthodes qui sont complètement différentes, enfin voilà, des essais avec plein de sources à citer, machin, voir que là j'ai eu un 19 sur un truc, enfin ça m'a genre vraiment rendu fière, j'étais en mode ah ouais quand même, genre c'était possible, genre wow. Tu l'as encadré? Ah, presque. Après il y a plein de petits trucs mais très marquants, non. Bah c'est déjà pas mal. En vrai. On a parlé des doutes, mais est-ce que tu as des points négatifs auxquels tu t'attendais pas, que tu as relevé au fur et à mesure, là, par exemple en licence et tout? Parce qu'on a parlé de toute façon la négativité, enfin négatif, il y avait que ça en prépa pratiquement. Non, il y a pas que ça, enfin ça c'est vraiment mon expérience et je sais qu'il y a des gens qui ont kiffé la prépa non, et mais voilà, bien sûr. Que c'est ton expérience. Après non, franchement c'est sûr qu'il y a des choses positives, c'est juste que je suis pas restée assez longtemps pour les voir. C'est ça. J'ai vraiment vu que le négatif. Mais du coup en termes négatifs en général, sur ta fac par exemple. Ouais, sur la fac. Alors sur la fac en général, bon, l'administration, mais ça c'est bien connu. C'est très compliqué de naviguer. Naviguer, c'est pas du tout mon terme, mais ouais, l'administration. Ensuite, ce que je dis déjà un peu, ce que j'ai déjà dit sur les stages, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus de moyens d'entrer, d'avoir comme ça, je sais pas, un pied un peu dans le monde du travail, d'essayer, qu'on nous pousse plus à faire des stages, ça pourrait être pas mal. Après, je sais que c'est pas généralement la fac, généralement, ils s'en foutent, quoi. T'as ton diplôme, t'as des stages si tu veux, mais en vrai c'est vraiment que du plus, c'est pas obligatoire, c'est très rare quand même qu'en licence en tout cas, parce que déjà beaucoup de gens font la licence et s'arrêtent après la licence, ou alors font 2 ans de licence et après arrêtent, ou 3 ans et ils vont faire autre chose, comme ce que je m'apprête à faire, autre chose que ce dans quoi ils étaient en licence. Donc en fait je comprends aussi qu'ils ne veulent pas obligés à mettre un stage pendant 6 mois en première année alors que finalement ils vont partir, ça c'est sûr. Mais ça aurait pu, par exemple, en orienter certains. Je pense que moi, je serais restée forcément. Mais ça aurait pu en orienter certains sur le fait que c'était pas ça qu'ils voulaient faire. Et donc, ils auraient pu partir plus tôt. Ou partir tout court. Okay. Du coup, ça peut être un point négatif. Ensuite, j'ai envie de dire un peu la redondance de certains cours. C'est dommage. Mais même si l'enseignement était de qualité, hein, je dis pas vraiment... Je ne crache absolument pas sur la Sorbonne, c'était vraiment un enseignement franchement qui m'a appris énormément, autant de culture et tout, mais même sur moi-même et tout. Mais je dirais que ouais, des fois c'était un peu redondant. Bon, quand je dis le Moyen-Âge, vous allez en bouffer, hein, la Sorbonne, pardon, mais ils sont très ancrés Moyen-Âge. Hein. Le nombre de matières que j'ai eues, on a parlé que du Moyen-Âge. Et c'est très ironique parce que je disais ça, je suis allée à Glasgow pendant 1 an, j'ai eu un cours sur le Moyen-Âge. Ouais, hein. Donc bon, mais après c'était quand même très. Mais en anglais, donc ça passe, tu vois. Ouais. Ça passe, et puis voilà. Et du coup, aujourd'hui, t'as quelle vision de ta formation et de ton parcours? Je pense que je suis plutôt satisfaite. Au final, ouais.
Ouais, au final, comme je dis, j'ai pas de regrets là-dessus. Je sais que la prépa, c'est sûr que c'était pas pour moi. Celle-là, enfin, même... non, la prépa, je pense pas que j'aurais pu tenir ou j'aurais aimé ou non. Pour plein de raisons différentes, j'aurais pas. La prépa, ça c'est sûr. La fac, bah déjà, je trouve que c'est une chance énorme, vraiment un coup de chance que j'ai pu avoir le contact de la bonne personne pour pouvoir m'inscrire. Sinon, bah j'aurais pu faire des recours, je sais pas quoi, mais ça aurait été bien plus difficile de rentrer ailleurs, notamment à la fac en plein milieu d'année. Donc ça, j'aurais peut-être fait rien pendant un an et c'est vraiment parce que je voulais... ma famille aurait été un peu déçue quand même. C'est le schéma vraiment... Ouais. Les études, aller le plus loin possible dans les études, les meilleures études possibles. Est-ce que tu as ressenti trop de pression à ce moment-là ? À ce moment-là, quand il fallait que je change, ou même... Ouais. Bah, en vrai, la pression... Il y a une pression que j'ai depuis la primaire, ça je le sais. Et même si c'est pas forcément une pression en mode tous les jours, mais pas forcément tous les jours on va me dire il faut que je sois la meilleure, évidemment que non. Mais c'est ancré en fait. Mais c'est ancré et même moi en fait je me mets la pression, je me suis mise à me mettre la pression à être toujours la meilleure vraiment, et ça c'est un truc que bon je pourrais peut-être changer, mais bon ça répond pas à ta question. Sinon pour la formation non, je suis plutôt satisfaite, c'est juste si j'aurais pu avoir plus d'expérience dans le domaine pour savoir que vraiment, pour être sûre que l'aide c'est vraiment pas pour moi, ou alors pour me dire en fait c'est trop génial je veux pas changer, ou pouvoir avoir d'autres expériences et tout, mais après c'est quand même les lettres, même la culture en soi, c'est des domaines qui sont quand même assez fermés et c'est difficile d'obtenir un stage comme ça alors que t'es en première année de licence. Personne ne veut des gens qui viennent de première année de licence, tu n'as aucune crédibilité auprès des recruteurs, donc en fait ça aurait été dans tous les cas très compliqué. Et en fait j'ai cherché, le vrai truc c'est qu'en fait j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Parce que on te prend pas au sérieux. Quand t'as pas au moins Bac+3 en licence comme ça, en tout cas, je sais qu'en droit ou sur les choses où c'est bien plus costaud, ça, ils te prennent. Ils ont besoin de toute façon de te prendre, ils ont besoin de stagiaires pour les aider. Mais en édition, franchement, ils vont pas s'embêter avec des gens en deuxième année de licence. Voilà. Ok. Et est-ce que tu referais ou changerais des choses là ? Ouais, je changerais mon Erasmus. J'irais pas un an, mais un semestre. Un an, c'était trop long. Enfin, en fait, il y a ce truc de... Personnellement... Mais il y a eu quand même un semestre où il a fallu t'adapter. Mais en fait, c'était pas vraiment que de l'adaptation. C'était moi aussi, j'étais pas dans un mood du tout. Et je sais que, contrairement à... Enfin, voilà, moi, je suis partie un an et j'ai trouvé ça trop long. Je connais des gens qui sont partis un semestre et qui ont trouvé ça trop court. Parce qu'en fait, justement, ils ont fait trop de choses. Enfin, ils ont fait beaucoup de choses et ils ont vu beaucoup de gens. Ils auraient voulu rester plus longtemps. Moi, en fait, j'ai une expérience différente vu que je suis passée... j'ai passé 7 mois sur 9 à me dire mais qu'est-ce que je fous là en fait. Enfin, pas qu'est-ce que je fous là, mais en mode ok, bon, les cours, c'est pas forcément ouf. La vie, franchement, elle est chère et tout. Je sais pas. En plus, les gens, ils parlent avec l'accent écossais. C'est horrible. Bref, j'étais un peu saoulée. Et puis, toujours pas de monstre du Loch Ness. Toujours pas... Trop déçu, tu vois. J'ai que cette ref en fait. Que ça. Et le whisky, t'as oublié le whisky. Ah si, il y a Picsou. Picsou, il vient d'Écosse. Ouais. La jeunesse, t'as jamais lu la jeunesse de Picsou ? Non. T'es en littérature moderne et t'as jamais lu la jeunesse de Picsou ? Excuse-moi, ma culture n'est pas sans faille quand même. Faut peut-être aller se renseigner. Je pense que c'est le minimum. C'est l'histoire de l'Écosse. Hein, c'est vrai que... Ouais. Peut-être que j'aurais pu me bouger le cul un peu plus et me dire t'as qu'un semestre, t'es obligé de faire vite. Alors que j'avais un an et je me disais bon ça va, j'ai un an. Je le ferai plus tard. Et en fait, non, j'aurais pu le faire dès le début. Mais voilà, ça, je le changerais, je pense. Ok, bon. Et du coup, c'est quoi, tu te vois où dans 1 an ou 5 ans ? C'est quoi le projet, du coup ? Dans 1 an, j'espère être dans une formation, que ce soit, du coup, 3e année de licence ou en master, qui me plaise. Au moins ça, au moins épanoui dans la formation, trouver du taf après, bon on va fermer les yeux, on va faire comme si ça n'existait pas, et ensuite dans 5 ans, idéalement avoir fini les études, je pense c'est bon là, c'est fini là, avoir trouvé du taf. Avoir trouvé du taf peut-être. On touche du bois. Puis je sais pas, avoir genre ne plus vivre chez mes parents, avoir une situation et tout, je pense que ça pourrait être pas mal genre. Est-ce que t'avais cette vision là de toi en terminale, surtout le chemin parcouru, tu te serais imaginé faire tout ça ou pas ? Non, pas du tout, enfin déjà je pense que en terminale je pensais que j'allais tenir la prépa. Déjà, c'est un grand point. Je pensais que j'allais la tenir. Et j'ai échoué. non, mais pas ça. Mais en fait, je réalisais pas à quel point c'était vraiment quelque chose d'énorme et qu'en fait,
c'était pas pour moi, donc je le savais pas parce que tout le monde me disait vas-y va en prépa, t'es en lettres, t'as fait L, au moins fais une prépa, sinon ça sert à rien. C'était vraiment ça qu'on me disait, donc du coup c'était en mode prépa ou rien, donc je pense que non, j'aurais pas pensé aller là, donc arrêter la prépa, j'aurais absolument pas pensé aller en Écosse, déjà 1 an avant c'était pas prévu, enfin vraiment c'était juste au niveau au moment des candidatures je me suis dit allez pourquoi pas, mais en vrai c'était pas du tout dans le plan non plus, enfin non, je me vois, c'était vraiment un peu du freestyle, hein. J'ai suivi le flow. Ok, l'émission touche bientôt à sa fin, mais je voulais savoir si tu avais une petite reco pour nos auditeurs qui permettrait de se plonger un peu plus dans tes études actuelles, dans ce que tu aimes faire. Est-ce que tu as des petits trucs? Ouais, alors j'ai fait mes recherches. Je suis venue préparer. Quelqu'un qui a fait son taf. C'est bien la seule. Non, quand même. Alors déjà... c'est noté sur le téléphone. Mais oui, parce que de tête, non, il y a des trucs que je m'en sais pas souvenir. Du coup, alors pour ce qui est des lettres modernes... remplir vos bibliothèques, hein, faites gaffe. Hein. Pour ce qui est des lettres modernes, non, je n'ai pas de films, de séries, enfin, en fait c'est trop... C'est très large, je sais pas comment expliquer, c'est pas... En plus, vu que ça ne mène pas à un métier en particulier, recommander un truc sur des lettres, je sais pas, je trouve, enfin j'ai pas trouvé. Non mais oui, je sais, c'est ça, du coup ça je n'ai pas trouvé. Après bon, je peux vous conseiller quelques livres que j'ai beaucoup aimé dans mon cursus. Non, du Zola. Du Zola. Zola, l'œuvre. Non, c'est... après, si tu veux conseiller du Zola aux éditeurs... Du coup, Zola, l'œuvre, allez lire ça, c'est très sympathique. Et ensuite, du coup, plutôt pour ce qui est dans culture, art et tout, alors j'ai 2 podcasts que j'écoute de temps en temps quand j'ai le temps et tout. Alors, il y en a un, c'est Le son de peinture. Je sais plus par qui. Le jeu Le son de peinture. mots. Et après, c'est... le premier, je l'écoute souvent. Mais le deuxième, par contre, c'est un truc... c'est un exemple parmi d'autres parce que... vous allez comprendre, mais en gros, ça s'appelle Un podcast, une œuvre. Et c'est fait par le musée Georges Pompidou. Ouais. Et c'est un peu, en fait, justement, ce truc de... Plein de musées proposent, pas forcément des podcasts, mais des fois ils ont des petites séries, des petits trucs, donc pour chaque musée essaie de un peu vulgariser justement l'art. Sympa. Ouais, donc il y a ça. Ensuite, je me suis dit un film, j'ai regardé parce que moi je me les note. Un film, j'ai regardé sur internet. La concu. Du coup, film, j'ai regardé un peu des films qui parlaient d'un travail dans un musée, et j'en ai trouvé un qui avait l'air assez particulier, donc bon, tu verras si tu gardes ça ou pas, si tu veux vraiment recommander ça, mais ça s'appelle The Square, le carré, du coup, par Ruben Östlund, je sais peut-être que je prononce super mal. Ah ouais, je connais. Et ça a l'air vraiment déjanté, donc je pense que je vais le voir dans tous les cas, je l'avais pas vu, mais donc je recommande ça. Ah mais si, mais c'est celui qui a gagné la Palme d'Or il y a pas longtemps. T'es sûr? Oui, c'est sûr. Ouais. C'est pour critiquer le milieu de l'art. Ouais, sûrement. Bon ça le critique alors, du coup, c'est pas pour le favoriser. Oui. Je l'ai pas vu, mais c'est le réalisateur qui a gagné la dernière Palme d'Or à Cannes. Et qu'il a gagné sur un autre film, mais je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Super. Et après ça va, c'est bon, là c'est le dernier truc. Donc en gros c'est des catalogues, ce qu'on appelle un catalogue, c'est en fait juste toutes les œuvres qui sont présentes dans un musée. Et voilà, du coup disponible sur les différents sites des musées, que ce soit en France ou dans le monde. Par exemple, si on va sur le site du musée d'Orsay, on va trouver un catalogue de toutes les œuvres, à peu près la plupart quand même, des œuvres qui sont là. Certaines fois, on a des descriptions qui sont très très précises, ça m'a bien aidé pour mes cours d'histoire de l'art, ça, d'avoir les dimensions et tout machin. Des fois, on a des explications en fait, des explications de qu'est-ce qui se passe dans cette scène, regardez à tel endroit il y a ça, bon ça c'est pas partout. Donc il y a ça, et donc du coup, musée d'Orsay, j'ai noté le Met. Metropolitan Museum à New York, et je regardais leur site là juste avant là, et du coup tu conseilles qu'on aille visiter New York, c'est ça? Bah ouais, franchement, allez à New York, allez tous à New York, c'est trop bien. Du coup on peut voir, on peut trouver des articles, des vidéos sur les œuvres et aussi des questions plus générales sur l'art. Donc voilà, trop bien. C'est ça. J'ai fait mes recherches. Oh là là, mais c'est chargé de fou, merci. Voilà, on arrive à la fin. Je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour avoir des informations sur la formation que tu es en train de faire ou les futurs masters, s'il y a des gens qui ont des questions. Ouais, sur Instagram,
Du coup, mon Instagram, c'est This is Mel. Et oui, encore de l'anglais. Du coup, this. Et après, le tiré du 8 là. Ouais. Is et 2 tirets et après Mel. Mais bref, tu le mettras forcément. Tu l'écriras. On l'écrira en description. Du coup, ouais, sur Instagram. Et principalement sur Instagram. Hein. Bon, pas LinkedIn, il est vide. Mon truc, ça sert à rien. Il est présent. Vas-y, il est présent. Acte de présence. Allez. Mais, voilà. Parfait. Trop bien. Mélissa, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, mais merci de m'avoir invité. Merci très sympathique. beaucoup d'être venu nous parler de tes études. Ah là là, j'ai beaucoup parlé. Bon, à peine 2h25. Du coup, merci beaucoup. Ouais. J'espère que tu as passé un bon moment quand même. Ça va. Malgré le petit problème technique. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a plu. On a bien discuté. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant, personnellement. Merci. Mais d'avoir ta vision qui est peut-être dans le doute en ce moment. Mais qui permettra sûrement à beaucoup de s'identifier. Et puis, j'espère que tu trouveras ta voix. Merci. Et je pense que... Enfin, j'espère que quand tu réécouteras ce podcast, tu te diras c'était un petit moment de ma vie où j'étais paumé. Mais ça va mieux. maintenant, c'est cool. J'aime bien l'écouter. Peut-être dans 50 ans, ça arrivera, mais ouais. Donc voilà, j'espère tout ça pour toi. Merci. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une jolie critique. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai créé un compte Twitter @qu'est-ce que tu vas faire plus tard, mais aussi un compte Insta, comme ça il y en a pour tout le monde, où je relayerai les infos du podcast et ce dont on a parlé à chaque épisode. Voilà, on est crevé parce qu'on a terriblement chaud, je suis désolé si c'est un peu mou vers la fin. Ouais. J'ai eu le temps de faire cuire des pâtes vu la température de la pièce. Donc j'espère maintenant que tu sais un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite, on espère qu'il fera plus frais. Bisous. Salut. Que se passe-t-il ? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire ? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire ? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre la servante et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain ? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.